Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur IRM Radio pour cette Foot Academy exceptionnelle. Alors la Foot Academy, vous connaissez, c'est l'émission qui permet aux jeunes chroniqueurs de se révéler. Le talent, il est déjà là, il est en face de moi. C'est Marion Edalo, journaliste chroniqueuse. Marion, ça fait plaisir de vous retrouver. Mais je suis ravie de vous retrouver, Gilles, ça va? Très bien, et vous-même? Merveilleux. Plus de sorties avec les footballeurs puisqu'il n'y a plus de sorties. Voilà, merci. J'aime beaucoup cette réputation que vous me faites. Merci infiniment, Gilles. C'est merveilleux. Oui, il faut entretenir. Alors ce soir avec Richard Joffo qui réalise, on accueille dans le studio et aussi, vous le verrez très loin de nous, nos stagiaires de la formation chroniqueurs et commentateurs sportifs. Cette formation, c'est un partenariat entre le FCF, le Formation Club France, et l'Académie audiovisuelle. Alors on parlait de chroniqueurs à distance, il y en a un qui est très loin, qui est submergé par plein d'actualités, notamment les élections américaines. C'est Julien Valk, 32 ans, de Californie, qui revient sur Paris pour commenter les matchs et qu'on applaudit bien fort. Bravo Julien! Californien, c'est le seul qu'on va applaudir. Oui, il est loin. Comment ça va Julien? Ça va Julien? Ça va très bien, merci et vous? Super, ça va, merci. À côté de lui, Rémi Larieux, mais il n'est pas tout à fait à côté de lui géographiquement. 35 ans en reconversion, le champion basque Rémi. Comment allez-vous? Pas d'applaudissements pour Rémi. Non, ça ira. Ça va Rémi? Champion basque depuis Toulouse, ça va bien, merci. Très bien, mais le Pays Basque n'a pas de frontières. Non, c'est ça. C'est les couleurs du Sud. Très bien. Face à moi, avec Marion, donc Ryan Djabelkir, futur chroniqueur. Ça va Ryan? Exactement, toujours la même fonction, Gilles. Absolument. Et Nicolas Nicastro, notre ami suisse qui est venu. Ah, ça c'est gentil alors. Bonjour Gilles. Vous êtes venu nous voir de Suisse? Bah ouais, depuis que vous m'avez demandé de venir pour remonter un peu le niveau ici, je suis mieux quoi. Bravo, bien joué. Vos amis chroniqueurs vont apprécier et moi aussi. Ouais. Alors tous les débats sont les bienvenus ici, du moment que les gens disent exactement la même chose que moi. Marion, vous connaissez le principe? Oui, bien sûr. Voilà, bien donc on parlera de Marseille, du PSG, des Coupes d'Europe, des polémiques. Mais d'abord, chaque élève de la formation chroniqueur sportif, commentateur sportif, a choisi un thème de chronique. Alors on pense, avant de lancer les chroniques, à notre grand absent, c'est Fabrice Rémy qui nous écoute, je le sais, il m'a envoyé des messages. Il est un peu malade, mais il va revenir bientôt avec encore plus de talent. Et croyez-moi, quand on voit Nicolas, c'est pas facile d'avoir plus de talent. Alors, Nicolas, justement, vous avez un coup de colère. C'est votre chronique, c'est un coup de colère contre le duo Tourol-Leonardo. Alors vous en prenez aux deux d'un coup, vous êtes le seul que je connaisse dans ce cas-là. C'est pour ça que je vous donne la parole en premier. Allez-y, c'est à vous. Ouais. Bah, je suis venu à Paris, mais je vais pas me faire des amis parce que voilà. On est tous d'accord pour dire que le PSG c'est un très grand club avec de très grands joueurs, mais selon moi il est très mal géré et justement à cause de ces deux personnes, très mal géré. Il est très mal géré à cause de Tuchel et Leonardo. Je vais commencer par Tuchel. Allez-y. Pour moi, depuis le match contre Manchester United en 2019, depuis l'élimination, il a complètement perdu pied. Au niveau de la tactique, moi quand je regarde les matchs du PSG, je m'endors vraiment. Dimanche, j'ai regardé le match contre Nantes, j'étais en train de m'endormir. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de verticalité. Les joueurs, ils marchent sur le terrain. L'équipe, elle est coupée en deux. Donc voilà, ça c'est déjà un souci pour un entraîneur qui se dit tacticien. Ensuite, on a la gestion du groupe. Mbappé, ça fait des mois, des années qu'on dit qu'il défend pas, qu'on a envie qu'il défende. Di Maria, pareil. Neymar, ok. Et ça change pas, je veux dire. Mbappé, il dit qu'il va changer, ça change pas. Donc moi, je commence à me poser des questions par rapport à l'influence de Tuchel vis-à-vis de ses grands joueurs. Et au final, il y a sa communication aussi, qui depuis la fin de la Champions League de l'année passée, où il nous a dit que, selon lui... sa prolongation de contrat importe peu tant que Leonardo l'aidera à justement améliorer le PSG. Il a dit ça, il n'a pas été content, on l'a vu il y a quelques jours, il a fait une nouvelle conférence de presse en disant justement qu'il n'était pas content du mercato. Bah dans ce cas-là, Tuchel, va-t'en quoi, je veux dire, pourquoi tu restes au PSG si t'es pas content de ça? Donc vous venez de régler le sort de Tuchel et maintenant alors, je passe à Leonardo. Non mais alors attendez, on va prendre une petite seconde de respiration parce que les gens commencent là à s'émouvoir de ce règlement de compte en direct contre Tuchel et Leonardo. Vous pouvez réagir sur internet irm.radio et sur Twitch IRM Radio. Et vos messages qui vont arriver en immense nombre au 07 71 59 62 68 pour ou contre Nicolas, tout le monde est contre. 07 71 59 62 68. Continuez Nicolas. Leonardo maintenant. Je passe à Leonardo, le demi-roi à Paris. Réglez-nous son compte aussi. Ouais, je vais lui régler son compte. Mais lui, je l'adore, donc attention. Ah bah je vais vous faire changer d'avis du coup. Allez-y. Il y a tout le monde qui dit que c'est un immense directeur sportif, un des plus grands. Pour moi, faut se calmer un petit peu et on va remettre ça dans son contexte. Leonardo, premier passage au Paris Saint-Germain, on est d'accord, il a très bien fait. Il est allé au Milan AC en 2017, il a fait des achats en mettant beaucoup d'argent. Les joueurs maintenant, soit ils sont plus au Milan, soit les Milan ils se les traînent comme des boulets. Et là, pour moi, son passage actuel au Paris Saint-Germain, c'est tout sauf une réussite. J'ai quelques exemples. Par exemple, depuis qu'il est arrivé au PSG, il a mis 151 millions.
le PSG a mis 151 millions pour acheter des joueurs. Je suis pas sûr qu'Ibrahimovic soit un boulet ou Thiago Silva, mais. Bah non, allez-y, mais moi, allez-y. j'ai dit que son premier passage était bon. Il faut écouter Gilles. Ah oui, Gilles, faut écouter. Il a dit la première version ça va, la deuxième ça va pas. Merci beaucoup, D'accord. J'essaie de le sauver. Enfin, Allez-y. Gilles, c'est c'est gentil. plus possible. Allez. Et justement, 151 millions sur son Oui. deuxième passage, Oui. mais qui est-ce qui est titulaire au PSG et qui a le niveau pour être titulaire au PSG à part Navas pour le moment? Il y a eu des Icardi, des Rico, des Diallo, Gay, Sarabia, etc. À part Navas, Oui. moi je vois personne qui a le niveau pour être titulaire dans une équipe qui veut gagner la Champions Les League. gens sont pas d'accord avec vous sur Twitch IRM Radio, sur internet IRM.radio et vos messages au 07 71 59 62 68. Et ben je vais encore essayer de les faire changer d'avis justement. Allez-y. Par rapport à justement, C'est peine perdue. on aurait pu et on pourrait se dire qu'au niveau des départs, il a fait le taf Leonardo, mais non plus. Il a laissé partir Silva et Cavani qui selon moi auraient pu faire du bien cette année. Surtout Silva, Tuchel voulait le garder, mais il l'a quand même vendu. Ah, vous voyez, Silva, il revient, Silva. Allez-y. Voilà, sans prendre zéro, sans prendre aucun argent. Ensuite, il a vendu des jeunes promesses parce qu'on sait très bien que dans l'Île-de-France, il y a un vivier de jeunes talents qui est vraiment très important et le PSG en a formé beaucoup ces dernières années. Il y a les Nkunku, les Nsoki, les Diaby, etc. Nkunku, il est parti pour 12 millions. Est-ce que vous trouvez ça normal, Gilles? C'est une question que vous me posez. Ouais, je vous pose à vous. Ah ben, je vais la poser à Marion qui va vous. Allez, finissez. Voilà, et ensuite, pour moi aussi, dans sa com, il a mis de l'huile sur le feu en critiquant Tuchel ouvertement, etc. Oui. C'est pour ça que, pour résumer, en gros, là, ce qu'ils sont en train de faire les deux, ils règlent leurs problèmes en public et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Et c'est à cause de ça que le Paris Saint-Germain, ils sont en train de perdre. À mon avis, Nasser aurait dû tailler dans le vif et il aurait dû choisir entre les deux cette année pour éviter une saison supplémentaire à bas niveau en Champions League. Alors, c'était la chronique de Nicolas. Vous voyez, une chronique apaisée, sympathique et tout ça. Alors, la règle ici, c'est que quand quelqu'un fait une chronique, c'est vous qui réagissez, Marion. Ah bah écoutez, c'est très Donc, gentil, Gilles, allez-y, merci infiniment. Allez-y. Alors sur Thomas Tuchel, Vous êtes d'accord ou pas vous savez très bien ce que j'en pense sur Thomas Tuchel depuis qu'il est arrivé. Je me suis fait insulter sur Twitter, mais vraiment bien comme il faut. J'ai dit que c'était pas l'homme de la situation. C'est pas. Je pense que les supporters ont ce gros défaut de penser qu'un grand tacticien, parce qu'à cette époque-là on pensait que c'était un grand tacticien, est un grand coach. Ça n'est absolument pas ça. Ancelotti n'est pas un grand tacticien. C'est un grand coach. Si vous voulez, un grand tacticien, vous l'êtes, hein, Gilles. Je suis sûr que là, il y a des grands Il a tacticiens. inventé le ici, hein. sapin de Noël quand même, Ancelotti. Il est merveilleux. c'est ça. Voilà, Ah oui, c'était pas ça. Et dire c'est un grand tacticien, non, on n'attend pas de Zidane qui soit un grand tacticien. On attend que quand le coach entre dans le vestiaire, aujourd'hui, il se fasse respecter. Ce qui n'est absolument pas le cas de Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel, depuis le début, je dis, entraîneur à Mayence, entraîneur à Dortmund avec une Coupe d'Allemagne, il n'est pas taillé pour un grand club. Alors, en revanche, sur Leonardo... Alors, vous savez ce que je vous propose? Oui. C'est qu'on fera d'abord Tuchel et Bien sûr. après Leonardo. Bien sûr. Nicolas, il a expédié les deux d'un coup. Bien Donc, sûr. on va demander en Californie. Julien, qu'est-ce que vous pensez de Thomas Tuchel? Bah, moi, je pense qu'il a fait son tour à Paris. Vous aussi? Non. D'accord. Ouais, voilà. Allez, Moi, merci, puis, bonsoir. moi, j'étais content qu'il arrive à Paris. Je trouvais que c'était un très très bon entraîneur. Il arrive avec de grandes ambitions. Maintenant, avec Leonardo, ça passe pas du tout. Comme il disait Nico, ça passe pas du tout. Et ça se voit dans sa façon de jouer, dans la façon de s'exprimer, dans son jeu. On le voit. Il a plus envie. Il a plus envie d'être à Paris. Donc voilà, bon vent. J'ai envie de lui dire bon vent. Quoi. C'est place à un autre. Rémi, le basque de Toulouse. Thomas Tuchel, il faudra quand même pas oublier dans son Ah, vous allez sauver Thomas Tuchel? Oui, Très qu'il a, bien. alors sauver peut-être pas, mais très au mal. moins le défendre. D'accord. Il faudra quand même pas oublier que dans l'ère Qatari, il aura finalement eu le meilleur bilan en tant qu'entraîneur par rapport à tout ce que vous m'avez cité. La saison dernière, il est quand même acteur d'une saison qui est historique pour le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, il y a une vraie guerre entre Leonardo et Thomas Tuchel, ça c'est sûr, et ça se voit. Maintenant, on ne peut pas non plus tout lui remettre dessus sur les problèmes du Paris Saint-Germain. Ryan, Thomas Moi, Tuchel. je suis alerté par tout ce que j'entends parce que pour moi, Thomas Tuchel, il a quand même fait une très très bonne saison la saison passée. On a tapé sur Laurent Blanc à l'époque parce qu'il n'était pas performant en Ligue des Champions. On a tapé sur Unai Emery, pareil, parce qu'il n'était pas performant en Ligue des Champions. Là, on tape sur Tuchel, alors qu'il a quand même amené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Ouais, mais les gars, Il est resté premier du championnat français. Certes, ok, je sais très bien ce que tu vas me dire, vas-y. Nico. Ça fait 15 fois que tu me le dis. vas-y. C'était pas la même circonstance. Eh non, c'est pas ça. La Ligue des Champions, non, c'est pas ça. C'est pas Bon, ça. grave. Dommage. Mais c'est pas. Alors C'est pas- attendez, Ryan, j'ai quelqu'un qui écrit à Nicolas là, Psychophile75 dans le chat. Silva et Cavani, ça assurait bien sûr l'avenir du club, sans compter que sur l'aspect financier, c'était des plaies. Ah bah, ils sont d'accord avec vous, les gens. Non, ça doit mais être moi, un je pense un au sportif copain avant à le vous, parce financier. que- mais bon.
Je savais pas que la personne là était directeur sportif du PSG. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que simplement juste, allez-y. Thomas Tuchel n'a jamais magnifié l'un de ses joueurs. Ça, c'est quand même très inquiétant. Dani Alves, il l'a fait jouer à un poste qui n'était pas le sien. On a dit c'est fini Dani Alves. Et puis, il a gagné la Copa. Et puis, il a gagné la Copa. Oui. Il a été le meilleur joueur de la Copa. Et et c'est un exemple que je pourrais donner sur plein de joueurs. Les jeunes, il n'y en a pas un qui se révèle avec Tourelle. De Kerrer à Diallo, en passant par qui sont les autres, ceux de cette année. Enfin, même Danilo, je sais pas comment il va le placer, je sais pas ce qu'il veut faire. Ça, c'est le grand débat. Il veut faire ce que Leonardo veut pas qu'il fasse. Voilà, c'est exactement ça. Et le problème de Tourelle aussi, c'est il a eu cette chance extraordinaire, Thomas Tuchel, d'être grand, d'être charismatique et d'être allemand. Quand on est allemand, c'est la Deutsche Qualität. On a l'impression que vous pouvez tout faire quand vous êtes allemand. Bon, enfin, s'il avait été slovène, ça fait longtemps qu'il aurait été viré. Hein. Il aurait gagné le Tour de France. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a vraiment ce côté-là, le côté allemand, et je finis là-dessus, c'est vraiment gage de qualité, comme si un entraîneur allemand ou italien était obligatoirement bon. Bah non, Thomas Tuchel n'est pas bon et c'est dommage pour le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, on va juger Leonardo. Alors Leonardo, directeur sportif, on va demander à notre ami californien Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec le côté expéditif de la chronique de Nicolas sur Leonardo? Pas du tout. Moi, je suis tout ce que Leonardo, justement, il fait énormément pour Paris. Il a fait énormément, il continue à faire beaucoup pour Paris. Après, c'est vrai qu'il a des choix, il a des décisions, et elles sont pas respectées sont pas appréciées par le coach. Et après, moi, je trouve que Leonardo, c'est lui justement qui a les clés en main du PSG. Et avec Thomas Tuchel, Paris n'arrive pas à jouer avec ça. Et je pense qu'ici, il changerait d'entraîneur. Si Leonardo mettrait un entraîneur qu'il choisit, je pense que ça marcherait très très bien. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez de Leonardo? De toute façon, Leonardo va avoir une grande décision à prendre puisqu'il est directeur sportif. Oui. Thomas Tuchel finit son contrat dans quelques mois. On va, je suppose, lui donner la mission de trouver le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Oui. Donc, ça va être la carte qui va être à son crédit. Il n'a pas intérêt de se rater. D'accord. Ryan? Leonardo. Vous faites fou, comme si on parlait de... Non, mais Leonardo, pour moi, c'est un bon directeur sportif dans le sens où il arrive à gérer l'équipe et je trouve qu'il y a une bonne gestion dans l'équipe. Pour une fois, au Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y a une bonne gestion de l'équipe. Mais c'est pour ça que je ne rejoins pas Nico dans son avis, mais après, bon. Alors, ça réagit sur Internet, irm.radio, et sur Twitch, IRM Radio, et vos messages 07 71 59 62 68, ça crépite. J'ai Romain 1290, d'accord avec Nicolas, sur le fait que Tourelle n'apporte rien au PSG, mais alors quel coach pour le PSG, cher Nicolas? Merci Romain. Mais justement, les gars, j'ai envie de vous poser une question. Ah non, vous répondez à la question de Romain. Ah bah non, les questions, c'est Romain et moi, donc vous répondez. Je vais lui répondre. Quel coach pour le PSG, du coup? C'est la question de Romain. Ça dépend des disponibilités l'année prochaine. Merci. Selon moi, et pourtant je l'aime pas beaucoup. Quel coach pour le PSG? Je vais vous répondre. Je l'aime pas beaucoup pourtant. Très bien. Mais Allegri est un bon gestionnaire d'hommes, justement, comme disait Marion. C'est ce qu'il faut au PSG à mon avis, parce que c'est pas un tacticien. Vous êtes d'accord avec Marion, vous avez raison, ça vous évitera des ennuis. Ryan. Moi, je vois bien Carlos Ancelotti encore une fois. Encore? Oui, encore revenir. Moi, je le vois bien. Everton. Oui, mais moi, je le revois bien revenir à Paris. Moi, je le vois, Everton. Bon, il a de bonnes ententes avec Rames, avec ses joueurs, mais je le vois bien revenir à Paris. Marion? Il va falloir payer un petit peu parce que là, les coachs sont pas très bien payés au Paris Saint-Germain. Quand je dis pas très bien payés, on se comprend, on est d'accord. C'est-à-dire 700 000 euros pour Thomas Tuchel. Alors vous allez me dire, c'est déjà très bien, mais enfin on est très loin. On est très loin. Madame ne vit pas dans mon monde. Pardon, on est quand même très loin du salaire de Zinedine Zidane, de Guardiola, de Carlo Ancelotti. Tous ces gens-là, il faut les payer malheureusement, et ça coûte très cher. Et je sais pas si les Qataris ont envie de payer un coach, un très grand coach. C'est ça le problème. Non, mais vraiment, c'est une question qu'on se pose. Ça leur dérangera. Moi, je pense que ça ne leur dérangerait pas. Que ce soit Laurent Blanc qui était payé 400 000 ou Unai Emery ou maintenant Thomas Tuchel, on sent quand même une volonté de prendre un coach. Ils ont jamais pris un top coach. Rémi, c'est quand même important de le dire. Rémi, quel coach pour le PSG? Eh bien, moi, je vais vous surprendre. J'aimerais qu'on aille vers un entraîneur français. D'accord. J'aimerais que pour une fois dans cette ère Qatari, Leonardo s'intéresse peut-être à un Christophe Galtier ou un Julien. Mais non. Christophe Galtier ou qui? Julien Stéphan. Christophe Galtier ou Julien Stéphan, d'accord, on avait mal entendu. Ah oui, quand même, d'accord. Très bien, Rémi. Pourquoi pas? Et ça n'a pas marché. C'est intéressant, pourquoi pas? Ça n'a pas marché. Alors, Julien, vous riez, mais quel coach pour le PSG? Moi, je verrais bien un petit Inzaghi ou un petit Pochettino à Paris. Pour dire ça...
Le basque, là. Mais Pochettino, je pense que c'est une piste potentielle. Pourquoi Pochettino? Parce que je trouve qu'il a fait un très très bon travail avec Tottenham et j'aime bien sa personnalité, j'aime bien justement les joueurs le respectent, il sait s'imposer dans une équipe et voilà, moi je trouve que ça pourrait être un très très bon atout pour le PSG. Marion. Non, mais c'est sympa, Pochettino, mais pardon, hein, il va falloir un tout petit peu taper haut, taper grand et voir un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Mais qui alors vous voulez, parce que Pochettino qui sont les Guardiola, les entraîneurs, disponible, des entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Il voudra pas venir. Moi j'en ai un, mais vous allez tous me dire tous, ah non, il le faut surtout pas, il va mettre le feu. Mourinho. Moi je dis il faut Mourinho à Paris, je l'ai toujours pensé pour plusieurs raisons. raisons. Il a pas envie de venir. Et pourquoi il a pas envie de venir? Arrêtez, il était encore en train de pleurer il y a un an pour aller au LOSC. On arrête. Alors, Gilou. Je crois pas. Nicolas. Non, mais moi, non, rien. Vous on va pas répondre sur Leonardo. Vous avez dit que ça va très vite ici, boum. Gilles, vous m'avez dit que vous adoriez Leonardo, mais répondez-moi vraiment, qui est-ce qui l'a amené justement son deuxième passage au Paris Saint-Germain? L'intelligence, il amène l'intelligence. Voilà, mais c'est ça avec Leonardo, c'est ça qui me tue, c'est que tout le monde dit Leonardo il est fort dans la communication, tout ça, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? L'intelligence, il amène l'intelligence. L'intelligence, ok. Il rend le club plus intelligent. Il est intelligent, il sait, il sent, il connaît, il essaye de faire de la diplomatie, de la politique. Il met de l'huile dans les rouages, je dirais. Dans sa com actuellement, là, c'est pas foufou, quoi. C'est vrai. Ryan. Moi, franchement, je rejoins Julien en faisant venir Pochettino. Franchement, j'aime beaucoup cet entraîneur. Je trouve qu'il a il avait quelque chose de plus à Tottenham avec ses joueurs. Il amène cette fraîcheur et franchement, on voit qu'il y a une bonne entente entraîneur-joueur et c'est très très important surtout quand on voit le parcours de Paris. Est-ce qu'il ne faudrait pas de la passion un peu à ce PSG, un côté un peu moins rigoureux mais plus intuitif, plus fou, quelqu'un de charismatique? Alors Guardiola, c'est pas possible. Mourinho, il est pas très fou. Pochettino, je trouve que c'est une piste intéressante. Je pense pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce qu'on a un vestiaire qui est très viril dans le mauvais sens à Paris. C'est-à-dire que on a des joueurs très stars et il faut absolument qu'ils puissent admirer leur coach. Je sais que beaucoup de gens me disent mais non, si quand Zidane rentre dans le vestiaire du Real, Zidane, c'est le rêve, mais Zidane. il est pas disponible. Non mais c'est Zidane, il y a le respect direct. Il a été un grand joueur aussi, c'est normal. Il a été un très très grand joueur, c'est normal. C'est normal, je ne dis pas l'inverse, mais justement, il faut ça. C'est pareil pour Laurent Blanc, mais bon, Laurent Blanc aussi, ça a été un très grand joueur, mais au final, il est respectable. Donc peut-être le problème, c'est les joueurs au final, quoi. Mais non, mais je pense que pour impressionner Neymar ou Mbappé, pardon, hein, mais c'est pas Laurent Blanc, c'est plus haut que ça. Julien, est-ce que vous pensez qu'au-delà du coach, du directeur sportif, cette année, alors bon, il faut prolonger Mbappé, c'est pas facile, il faut prolonger Neymar ou le garder, c'est pas facile. Est-ce qu'il faudrait changer les joueurs aussi en fin de saison? Il n'y a pas changer, c'est plus changer déjà de jeu, de la façon, de la formation, du jeu tactique. C'est plus changer la position. Pour moi, de remettre Marquinhos en défense. Ça ferait plaisir à voir. Ça, c'est des ajustements. Retrouver un attaquant comme Cavani quand il jouait, qui jouait avec le cœur, comme Ibrahimovic quand il était à Paris, qui marquait. Il y a Icardi, quand même. Icardi, moi je trouve qu'Icardi, il apporte rien. Moi, il fait rien. C'est des joueurs qui, quand je les vois jouer sur le terrain, ils jouent pas avec le cœur. Ils jouent vraiment, je sais pas, c'est des joueurs. Attendons qu'il y ait un coach. Attendons qu'il y ait un coach. Vous avez dit, c'est des. Allez-y. Mais moi, je sais pas, quand je voyais Cavani marquer des buts et qu'il pleurait presque sur le terrain parce qu'après avoir marqué son but, c'est des moments, voilà, il joue avec son cœur, il joue avec passion. Et à Paris, on n'arrive plus à retrouver ça. C'est que maintenant, ça se joue sur Neymar, Mbappé, ça se joue sur ici, il reste Di Maria, Verratti, c'est des joueurs qui jouent tout le temps pour Paris. Mais moi, je trouve qu'il faut retrouver une équipe avec une âme. Et pour ça, il faut déjà changer l'entraîneur. Rémi, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord? Il faut une âme, il faut une passion, il faut une fougue, de la flamme. C'est ça, je pense que le problème, c'est que aujourd'hui, l'équipe, elle y est. En fait, il y a quand même énormément de potentiel au Paris Saint-Germain. C'est un gros effectif. Maintenant, je pense que s'il y avait un peu plus de sérénité dans ce club, alors ça se fera certainement sans Tourelle et avec Leonardo. Je pense qu'effectivement, il faut quelqu'un qui soit capable d'être plus un meneur d'hommes, c'est ce que disait Marion, un meneur d'hommes plus qu'un tacticien ou un technicien au Paris Saint-Germain. Ok, alors on parlait de grands joueurs, on a fait le tour, je pense, du sujet parisien, le PSG jouant ce soir face à Leipzig. Alors, on parlait de grands joueurs au PSG. Il y a un grand joueur qui a attiré l'œil d'un de nos chroniqueurs, c'est Ryan qui se passionne pour Eden Hazard. Alors, Eden Hazard, buteur, roi des Belges, qui là avait une panne de santé, de morale, de technique, une panne complète, extinction des feux au Real. Puis là, il redevient buteur. Et selon vous, Ryan, c'est une bonne nouvelle parce que Hazard est à son meilleur niveau. Mais pour moi, Hazard, il n'a pas perdu de niveau. À partir du moment où un joueur de foot
a déjà confirmé sa perfection, a déjà confirmé sa performance footballistique, pour moi, il ne diminuera jamais. Parce que voilà, Hazard, c'est pas un jeune joueur, c'est pas un joueur qui vient d'arriver dans le monde du football. On connaît Hazard, on connaît ses matchs avec Chelsea, il a été très très bon avec Chelsea. Là, il est arrivé au Real de Madrid. Il est arrivé dans un Real de Madrid qui n'est pas en confiance en ce moment. Enfin, il est arrivé pas cette année, hein, quand même. Là, il est arrivé l'année dernière. Vous parlez d'un joueur qui vient d'arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé dans un Real de Madrid qui n'était pas en confiance. Cristiano Ronaldo venait de partir. C'est vrai que Ronaldo, c'était un peu le pilier de l'équipe. Aujourd'hui, tout le monde tape sur Hazard parce que bon, depuis ce week-end-là, ça faisait 392 jours qu'il n'avait plus marqué de but en championnat. Il a mis son deuxième but le week-end dernier. Donc oui, je pense qu'on va me critiquer là-dessus. Mais moi, je pense que Hazard... Pas que là-dessus, allez-y. Pas que là-dessus. Allez-y. Moi, je pense que... Mais non, je plaisante, allez-y. Je pense que Hazard n'a pas perdu sa performance. Il faut arrêter avec... dès qu'un joueur a un petit coup de mou, certes, ce coup de mou a duré plus d'1 an, ok, mais moi, je trouve que Hazard a toujours ses qualités techniques. Il lui suffit juste un peu plus de reconnaissance, un peu plus je perds mes mots. Voilà, vous voyez. De mise, si vous voulez, qu'on exploite ses qualités. Non, c'est un mot plus facile que ça. C'est bonjour, au revoir. Plus en confiance. Cherchez votre vocabulaire parce que là, ça réagit beaucoup là sur Internet. IRM.radio, Twitch et IRM Radio et les messages 07 71 59 62 68. Êtes-vous pour ou contre notre ami Ryan? Allez-y, continuez. Voilà, c'est ça. Oui, très bien. Je l'ai retrouvé direct. Plus en confiance. Voilà. D'accord. Hazard n'était pas en confiance. Je pense qu'il n'avait pas aussi énormément de reconnaissance envers les supporters espagnols. Il est arrivé dans un autre environnement aussi. Le championnat anglais, ce n'est pas du tout le même que le championnat espagnol. Mais juste, attendez, excusez-moi, c'est lui qui a décidé de venir. Oui. C'est lui qui parfois est critiqué pour un léger surpoids. Oui. Et vous me dites, les joueurs ne perdent pas leur talent. Mais un joueur, il n'est pas éternel. À un moment, il vieillit. Mais oui, mais il vieillit, Gilles, mais il vieillit quand il a... Zlatan, il prend de l'âge. Là, je ne veux rien dire. D'accord. Là, je ne veux rien dire. Certes, un joueur vieillit, ok, mais il ne perd pas de son talent. Je veux dire, pour moi, je prends l'exemple de Marco Reus, de Gareth Bale. Ce sont des joueurs qui ont été énormément blessés, qui ont eu énormément de blessures. Oui. Ils sont toujours à leur meilleur niveau, sauf que bon, les blessures font que coup de mou, coup de bouse. Donc pour vous, c'est pas une erreur de casting, Hazard au Real? C'est pas une erreur du tout de casting, Gilles. D'accord. Pas du tout. Marion, erreur de casting, Hazard ou grand joueur, star? Je trouve qu'on est très gentil avec Eden Hazard. Si Griezmann, on pouvait Surtout être aussi Ryan, gentil avec lui. Je le suis aussi avec Griezmann. Très bien, gentil avec tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Tant mieux. Non, mais parce que Eden Hazard, c'est vrai. Alors, pour ma génération, je suis un peu plus vieille. Quand on l'a vu arriver au LOSC, être formé au LOSC et tout, c'était la pépite. Mais la vraie, celle dont on s'est dit, ça va être le meilleur joueur du monde. Il sera Ballon d'Or. Vous en souvenez ça, Gilles, hein, Absolument. 2010, oui, on nous dit... on lui promet le Ballon d'Or. On lui promet le Ballon d'Or. Ouais. Bon, c'était le plus grand joueur, c'était évident, et tout le monde s'emballait sur Hazard. Et c'est vrai que on attendait tellement mieux, parce que quand on a cette magie dans les pieds, on attend mieux. Alors Samuel Eto'o, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait donné une interview à beIN Sport totalement ubuesque où il disait « va falloir travailler, hein, monsieur Eden Hazard ». C'est vrai qu'il a cette réputation dans le milieu de ne pas travailler assez, de grossir, de se laisser aller, etc. Moi, je pense que c'est un talent gâché. Je pense que c'est un diamant, qu'il avait effectivement tout pour être le meilleur joueur du monde. Il a tout, hein. La nationalité en plus. Il aurait pu, pourquoi pas, gagner une Coupe du Monde. Et beaucoup croyaient en la Belgique pour la Coupe du Monde. C'est pas fini, hein, il peut gagner la prochaine. Il peut gagner la prochaine, mais quand on voit ce qu'ils ont fait en Ligue des Nations, par exemple, on voit que l'équipe de Belgique recule. Oui. On voit qu'il n'aura pas grand-chose pour se rattraper. Julien, Eden Hazard, star ou erreur de casting? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Marion sur ça. Vous voulez pas l'ennui, vous, hein? C'est un joueur, il a eu son temps, mais par contre, il a fait un mauvais choix. Il est très bon avec Chelsea, même avec Lille et Chelsea. Mais par contre, je trouve que le fait qu'il aille au Real Madrid, ça a été pour moi une erreur de casting. C'était le mauvais club pour le mauvais joueur.
Et voilà, après, moi, je trouve qu'il a toujours son talent, mais il n'arrive pas à s'exprimer au Real. Je pense qu'un bon transfert cet été lui ferait du bien. Ah, vous voulez faire repartir dans un autre club? Moi, je pense que le Real Madrid n'est pas fait pour lui. Il y a des clubs, il y a des joueurs comme ça qui ne sont pas faits pour certains clubs, et je trouve que Hazard, il n'est pas fait pour le Real Madrid. Il n'arrive pas à s'exprimer comme il jouait avec Chelsea. Il n'a pas ce rôle de leader qu'il avait avec Chelsea. Et voilà, c'est dommage parce que quand il a ce rôle de leader, il arrive à être sur le terrain, il arrive à être à 100%, il arrive à jouer technique, il arrive à être de partout. Mais dès l'instant qu'il n'a pas ce rôle de leader, il n'arrive pas à s'exprimer. Rémi, le champion basque? Eden Hazard, le futur Gareth Bale du Real Madrid. D'accord. Ils vont le traîner comme un boulet pendant des années et des années. Un énorme contrat, un énorme salaire. Des statistiques qui sont catastrophiques. Alors, je veux bien qu'il ait marqué le week-end dernier. C'est son deuxième but depuis son arrivée au Real Madrid. Donc, la question, est-il à son meilleur niveau? Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, par contre, c'est un joueur qui est formidable. Donc, je pense qu'il a quand même les cartes en main pour se rattraper. Mais s'il ne se rattrape pas, je ne suis même pas sûr qu'un club voudra d'un tricard comme lui. Nicolas? Ah bah là on a du très très grand Real, mais c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup aussi. Mais il a joué 3 matchs cette saison, 2 fois titulaire, et Hazard est déjà remis à son meilleur niveau. Hazard là, ok, il a marqué un but, c'est contre Huesca, donc faut mettre les choses dans leur contexte. Et Hazard, on peut le voir aussi, il est toujours un peu en surpoids, on va pas se mentir. Il s'est blessé encore l'autre jour un petit peu à la cheville, ça doit être lié à sa méforme. Après, je suis pas d'accord avec Rémi parce que Hazard, on sait tous que s'il veut vraiment, c'est un top 3-4 mondial. Donc, faut qu'il se remette à son meilleur niveau. Mais pour l'instant, on va dire qu'au Real, il a vraiment déçu parce que 115 millions, je crois, pour Hazard, c'est beaucoup trop pour un joueur qui est arrivé dans un état de forme pareil, quoi. Rémi, vous pouvez lui répondre? Après, est-ce que la question, c'est est-ce que le Real Madrid va être patient avec lui? C'est ça le problème, c'est que le Real Madrid, c'est l'exigence, c'est le club exigeant à l'état pur. Je ne suis pas convaincu qu'une deuxième saison consécutive avec des stats ou des performances comme ça, avec les petits jeunes Brésiliens qui poussent derrière, avec Rodrigo et Vinicius Junior. Vinicius Junior, oui. Je ne suis pas convaincu que le Real Madrid soit si patient que ça avec lui, comme vous pouvez le laisser penser, Nicolas. Ryan. Alors moi, j'aimerais répondre à Marion, parce que moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais ce que je voulais vous dire, Marion. Et comme par hasard, vous choisissez Marion. Okay. Non, vous allez voir, Gilles. Vous allez voir pourquoi. Parce que Marion, aujourd'hui, on dit des joueurs, on s'enflamme beaucoup pour des joueurs. On avait dit qu'Alexandre Pato allait être très très bon aussi. On a dit qu'Hakim Mastour allait aussi être très très bon. On a dit que Robinho était le nouveau Pelé, était le nouveau Ronaldo. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on s'enflamme beaucoup pour les joueurs. Hazard, il commençait à Lille, donc certes, il était très bon. C'est deux championnats gagnés à Lille. Mais moi, je maintiens. Il créait la magie quand même. Hein. Il y avait quand même quelque chose. Ouais. On ne s'est pas emballé pour rien. D'ailleurs, la chronique que vous avez fait le dit. C'est-à-dire quand même qu'il y a une magie chez Eden Hazard. Bien sûr. Voilà. Bah oui, on ne s'emballait pas sur du vide. Hein. C'était pas juste un petit joueur. Je veux dire, au LOSC, il y en avait plein qui étaient très bons. Il y avait Debuchy, Adil Rami. C'est l'année du titre pour eux. Ouais. Et on sait que tous ces gens-là vont être internationaux. On sait que tous ces gens-là vont réussir. On n'est pas. Il y avait Cabaye qui était au top. Il y avait plein de joueurs. Vraiment, il y avait très bon joueur, c'était une belle équipe. Mais Eden Hazard, c'était au-dessus. Il y avait déjà Zidane qui disait il est extraordinaire. Il y avait déjà des gens du football mondial qui s'excitaient un petit peu sur Eden Hazard. Et c'était pas que 3 supporters, c'était vraiment tout le milieu du foot. Je dirais même, pour terminer, que j'ai pas vu ça. Après, pendant des années, c'est Mbappé où j'ai revu ça. Cette excitation. Alors cette excitation, vous la partagez sur internet irm.radio. Vous êtes nombreux à agir sur Twitch IRM Radio. Et les messages au 07 71 59 62 68. Nicolas, vous voulez conclure sur Eden Hazard? Bah ouais, on parle d'Hazard comme si c'était une future promesse qui était gâchée. Mais faut pas oublier qu'Hazard, avant sa période au Real Madrid, ça a été un très très grand joueur à Chelsea avec la Belgique, etc. Donc on peut pas parler d'Hazard comme une promesse gâchée. C'est un très très grand joueur. Et encore une fois, il a déjà été top 4-5 mondial. J'ai jamais dit qu'il était gâché. Non, bah t'as comparé à Pato, etc. Non, c'est pour me répondre à moi. Dis donc, il faudrait être là quand même. Hein. Ouais. Faut pas quand même présent. Non. Au contraire, Ryan l'a défendu. Moi, c'est plutôt moi. Rien ne va plus sur ce plateau. Rien ne va plus sur le plateau. Donc, dans ces cas-là, quelqu'un doit remettre de l'ordre. Ce ne sera pas moi, ce sera vous, Julien. Voilà.
Le Californien, hein, voilà, proactif, exactement. Voilà, merci Julien. Et justement, vous allez avoir la parole, Julien, parce que vous allez pourfendre une icône, tout simplement, mais c'est votre droit. Vous allez vous en prendre à l'iconique Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann n'a pas vos faveurs, mon cher Julien. Pourquoi ? Et Dieu sait que moi je suis un grand fan d'Antoine Griezmann. Enfin, je l'ai été. Mais Antoine Griezmann, moi je suis quelqu'un qui, j'en ai marre de ces joueurs, que ce soit Griezmann ou même, je vais en citer un autre qui est Pogba aussi. C'est depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils n'en branlent plus une sur le terrain. Ils font plus rien. Moi, je me rappelle, je vous pensais modérateur de plateau, en fait, vous êtes un... Il s'est lâché, là. Je veux dire honnêtement, je pense à Antoine Griezmann. Moi, on se rappelle tous de quand je vois l'Atlético de Madrid, c'était merveilleux à voir. Avec l'équipe de France, c'était merveilleux à voir. Il a gagné la Coupe du Monde, il a été le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il a fait quelque chose de magnifique. Et au final, qu'est-ce qu'on le voit ? Il est parti au Barça. Oui. Alors déjà, pour moi, de ma part, quand on joue pour l'Atlético de Madrid, que un de nos rivales, c'est le FC Barcelone, on ne va pas jouer chez le rival. Je suis désolé. Il n'y aurait plus beaucoup de transferts avec vous. Et ça m'avait retiré beaucoup d'estime. Ça m'avait retiré une estime énorme en sa part. Il voulait y aller depuis toujours. Non, mais je suis toujours. Mais bien sûr, j'aime toujours Griezmann. Non, mais il voulait y aller depuis toujours. Il voulait aller à Barcelone. Alors dans ce cas-là, je sais pas, moi, il était bien, c'était la plus grosse bêtise qu'il ait pu faire de sa vie. Et pour moi, c'était regarder au Barça, regardez ce qu'il fait maintenant au Barça, il fait plus rien. Mais est-ce que c'est de sa faute, Julien ? Est-ce qu'on l'a mis dans les meilleures conditions ? C'est beaucoup de sa faute. Moi, je veux dire oui, c'est sa faute. Pourquoi ? Parce que aussi, il a un caractère aussi qui fait que monsieur a une grande bouche, monsieur se permet de parler sur son entraîneur lorsqu'il est en sélection avec l'équipe de France et de critiquer son entraîneur. Il faut savoir que quand on est au FC Barcelone, qu'on s'appelle Antoine Griezmann, qu'on a quand même Messi à côté de soi, et on ferme sa bouche, et qu'on a l'entraîneur, que c'est un grand entraîneur pour moi, on ferme sa bouche quand l'entraîneur te met à un endroit, on va pas se plaindre sur les médias ou en parlant avec l'entraîneur en disant que Didier Deschamps me place mieux que cet entraîneur. On le fait pas. C'est vrai, il ne dit que la vérité. Il n'y a pas photo entre les connaissances tactiques de Deschamps et les connaissances tactiques de son entraîneur ou de ses entraîneurs à Barcelone. Mais après, voilà, pour moi, il n'aurait jamais rien dû dire. Maintenant, il en paye les conséquences. Et moi, quand je vois ses statistiques par rapport à avant, c'est beaucoup. Si on regarde bien, c'est depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il ne fait plus rien. Merci. Il est beaucoup moins. C'était la chronique apaisante de Julien Valk. Non mais Julien, moi je vous réponds, je suis pas d'accord quand vous expliquez, ils peuvent être selon vous en baisse de forme. Moi je trouve que Pogba bosse énormément, que dès que Pogba entre sur un terrain, globalement, son équipe va mieux, il bonifie tout le monde. Et Griezmann, je trouve quand même que c'est un peu dur parce que Barcelone l'a recruté, puis ne le met pas dans les meilleures conditions. On sait pas vraiment si Messi ne regrette pas encore le départ de Suarez et a envie de jouer avec Griezmann. Donc je pense que les dés sont pipés quand même pour Griezmann. Il a quand même eu son temps d'adaptation, c'est ce que je veux dire. C'est un professionnel. Il n'est pas venu quand même pour 50 millions. Je vous rappelle le prix quand même. Il est venu pour une grosse somme. Quel prix ? Rappelez-moi le prix. C'était presque 800 millions. Presque. Non. Fou. 800 millions au total. Mais non. Au total, 800 millions. 80, vous voulez dire ? Non, il parle peut-être pas que le salaire et les 5 ans, c'est pour ça. Ah, vous parlez sur l'ensemble des... Non, parce que non, pas 800 millions. Ça fait quand même une somme. Mais moi, ce que je veux dire, c'est voilà, il n'est pas venu quand même pour des cacahuètes. Il doit quand même se montrer sur le terrain. Et voilà, faisant moins sur les réseaux sociaux, faisant plus sur le terrain. C'est mon point de vue. Alors, il y a Psychophile75 qui vous dit Griezmann, le joueur le plus surclassé du monde, il est à son vrai niveau actuellement au Barça. Vous voyez, il est d'accord avec vous. Un ami de la famille, je pense. Marion, répliquez à Julien. Alors, la première chose, moi j'en ai marre du pseudo-respect pour Lionel Messi. Lionel Messi, déjà, qu'il gagne une Coupe du Monde, même si c'est l'un des meilleurs journalistes, j'allais dire, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et là-dessus on est tous d'accord. Moi, j'en ai un petit peu marre de la dictature Messi. On a l'impression que depuis qu'il n'a plus Neymar et Suarez, c'est la catastrophe, il se retrouve plus... Bon. Le problème est bien plus large que Griezmann. Le problème, c'est le Barça actuellement. On a un Piqué sur claquant, on a un Samuel Umtiti qui est disparu, on a un Clément Lenglet qui, bon, écoutez, bon an, mal an, fait ce qu'il peut, mais enfin, c'est pas non plus le défenseur de l'année. On a un milieu qui se fatigue aussi, Busquets aussi se fatigue, il a été exceptionnel là-dessus, on est tous d'accord. Devant, il se trouve pas. Lionel Messi est pas très content, visiblement, d'avoir Griezmann. Griezmann, du coup, s'énerve, ce que je peux tout à fait comprendre. En gros, dans cette équipe, pour moi, le seul joueur qui est encore exceptionnel, c'est Jordi Alba.
voilà, toujours bien à son poste, on sait où on va, on sait ce qui se passe. Mais le Barça, franchement... Pour vous, Messi n'est plus exceptionnel. Enfin, écoutez, c'est quoi cette dernière Ligue des Champions ? Non, mais sincèrement, je veux dire, le Barça, c'est quand même une catastrophe. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui me disent, là, c'est parti. Oui, bien sûr. Mais là, on me dit, non, mais ça reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. J'ai commencé comme ça, Gilou, il faut m'écouter un petit peu. Donc voilà. Donc je pense que notre Griezmann va retrouver du poil de la bête le jour où il aura peut-être un autre coach. Il arrive dans un club en crise. On a oublié que le Barça était un club en crise. Nicolas, Griezmann. Marion, pour ou contre Griezmann? Vous m'avez lâché avant, je vais être obligé de vous répondre du coup. Par rapport à Griezmann et Messi surtout. Messi, c'est le joueur. Enfin, on peut même pas parler de Messi. Je veux dire, Messi au Barça, c'est un demi-dieu. On est tous d'accord pour le dire. Et si Messi ne s'entend pas avec un joueur, c'est pas Messi qui va partir ou qui va se mettre à ses pieds. C'est le joueur qui doit se mettre à ses pieds. Il a quel âge? Il a 32 ans, mais ça reste Lionel Messi. Bien sûr. Et justement, Griezmann, par contre, moi, je suis d'accord avec vous. Justement, Griezmann, si ça va pas au Barça, qu'il aille ailleurs, et ailleurs ça ira. Pour moi, je le verrais bien en Angleterre, par exemple à Liverpool. À Liverpool, avec une équipe justement qui joue en contre, il a été habitué à ça avec l'Atlético. Je pense que s'il va là-bas, il va renaître. Mais Griezmann, ça reste un top player, on va pas se mentir. Alors vous avez entendu un grognement, c'était Ryan. Ryan, allez-y. J'étais obligé là. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. J'ai entendu Griezmann devait aller en Angleterre, Nico. Purée, tu regardes le foot un peu ou... D'accord. Alors, je vais te répondre. Mais pour moi, Griezmann pour moi, c'est un peu le même. J'ai le même avis que Eden Hazard. Il a toujours ses performances, tout ça. Bon, je vais pas refaire la même mélodie. Mais là, Griezmann, il est arrivé à un point, je rejoins Julien, où Koeman ne le met pas dans les meilleures circonstances possibles. Griezmann a besoin de liberté, a besoin d'espace, et il le met sur un couloir. Alors que Griezmann a besoin d'espace. Griezmann est un joueur, je vous le rappelle, de base qui joue à la base. De base, il jouait attaquant gauche à la Real Sociedad. Après, on a vu qu'il était meilleur en 9,5. 9,5, 10. Voilà, il était meilleur, il avait de l'espace, il pouvait faire de bonnes passes. Et la différence qu'il avait avec les autres numéro 10 et les 9,5, c'est qu'il avait une très bonne finition. Griezmann a une très bonne finition. Et moi, je rejoins Julien quand il dit c'est quoi le souci s'il va en Angleterre, c'est quoi? Le souci, c'est que c'est pas le... Enfin, c'est un joueur espagnol dans toute sa beauté, quoi. Les joueurs espagnols aussi réussissent en Angleterre, c'est ça. Rémi, c'est la parole qui est donnée maintenant à Rémi Larieux. Rémi, sur Griezmann, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais le défendre à Antoine Griezmann parce que je trouve bien. Rémi, vous avez une demi-heure, allez-y. Je trouve qu'on n'est pas très respectueux quand même envers Antoine Griezmann. Et je suis d'accord avec vous, Gilles. Le problème, c'est que les dés ils sont un peu pipés à Barcelone. Il va rejoindre la grande liste des joueurs français qui auront eu du mal à s'adapter. Ah oui, elle est très très longue. Absolument. Et à ce jeu barcelonais, on peut citer Christian Val, on peut citer Emmanuel Petit, Thierry Henry, même qui a eu du mal malgré des stats assez honorables. Dugarry également. Mais je pense que l'avantage que va avoir Griezmann, c'est que Messi est en fin de contrat en 2021. On n'est pas forcément parti sur une situation stable du côté de Barcelone qui pourrait amener à dire que Messi va prolonger son contrat, en tout cas en l'état actuel des choses. Donc là, Griezmann, par contre, a un boulevard derrière pour s'imposer au Barça après le départ de Messi. Julien, vous pouvez conclure sur Griezmann, c'est vous qui avez lancé le débat avec un certain brio, même si sur la forme c'était excellent et sur le fond catastrophique de mon point de vue. Mais c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous connaissez les règles ici. Alors Julien, Griezmann, vous avez changé d'avis ou pas? Je suis un grand fan de Griezmann, ça change jamais. Mais par contre, voilà, c'est juste comme ces joueurs, qui changent un peu leur attitude, qui respectent un peu plus leur entraîneur. Et là, peut-être qu'ils arrivent à s'adapter. C'est tout ce qu'on demande. C'est des professionnels, ils ont des contrats, qu'ils arrivent à s'adapter dans n'importe quelle position. Donc, si on le met à droite plutôt qu'on le met à gauche, ou si on le met en pointe, voilà, il doit s'adapter. Peut-être qu'il n'est pas content avec ça, mais il doit s'adapter. Son devoir, c'est de jouer, c'est de pouvoir. Voilà, il est venu au Barça pour ça. Et il doit arrêter avec son comportement et ça ira mieux dans son jeu. Alors, on a parlé de Griezmann, on a parlé d'Eden Hazard, deux grands joueurs, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise de leur état de forme du moment. On va parler d'un projet qui, sans doute, concernera tous ces grands joueurs, mais qui est extrêmement compliqué. C'est le projet de Ligue fermée européenne. Alors, ça revient comme un serpent de mer régulièrement. En gros, ce serait de faire comme la NBA, c'est-à-dire que les gros clubs soient protégés,
quittent peut-être leurs championnats nationaux et soient assurés de jouer énormément de matchs entre eux, de ne pas descendre, donc d'avoir des recettes. Et il y a quelqu'un ici qui est extrêmement favorable à cette ligue fermée, c'est Rémi Larieux, le champion basque. Alors Rémi, pourquoi est-ce que la ligue fermée européenne, qui pourrait arriver là, parce que le projet est très avancé, rapporterait beaucoup, pourquoi ça vous séduit ? Parce que enfin, on aurait l'occasion de voir du football de manière régulière et on aurait effectivement ce niveau de Coupe d'Europe qui serait inégalé, qui proposerait des matchs de très haut niveau tout le temps, toute la saison. Alors sur la forme actuelle, c'est vrai qu'on parle effectivement de sortir des championnats. Je pense que c'est peut-être la chose qui va être le plus compliquée en fait à mettre en place. Même s'il y a de plus en plus de clubs espagnols et anglais notamment qui commencent à y réfléchir de plus en plus, mais ça nous permettrait d'avoir effectivement ce grand intérêt qu'on pourrait avoir pour le football européen, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on va faire une comparaison avec la Ligue des Champions. Ouais. Actuellement, on est en phase de poule, mais qui s'intéresse vraiment au match de poule de la Ligue des Champions actuellement, à part si on Alors nous, quand ils seront terminés ce soir, mon cher Rémi, on en parlera quand les matchs seront terminés. Ça vous dérange pas ? Non, mais il n'y a pas de souci, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Ah si, vous pouvez, mais... Qui s'intéresse vraiment à regarder un Ferencváros Juventus de Turin ? Qui s'intéresse vraiment à regarder des matchs comme ça, un Rennes Krasnodar, un Olympiakos Olympique de Marseille ? Aujourd'hui, cette Ligue des Champions, elle n'a d'intérêt qu'à partir du mois d'avril, où on commence à avoir les phases régulières. Et il y a quelque chose que le Covid a fait très bien, c'est qu'on s'est rendu compte que le fameux Final 8 qui a été proposé était absolument génial. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en fait avec des matchs non plus en aller-retour, mais sur une élimination directe. C'est d'ailleurs ce que le projet propose. Le projet propose une première phase en fait avec toutes les équipes, peut-être sur une ou deux poules. Et après, derrière, effectivement, le même principe, vous le citiez Gilles, de la NBA, c'est-à-dire un principe de play-off qui amènerait effectivement à un titre. Mais qui peut être contre avoir des matchs comme ça ? Je pense qu'à un moment donné, ça va justement amener toute une revalorisation du football européen, une revalorisation de tous les joueurs, parce que vous n'allez pas me dire que les Neymar, les Mbappé, ils s'éclatent à aller jouer à Dijon, et je rien contre Dijon ou ces clubs-là, il n'y a pas de souci, je supporte moi-même un petit club. Mais après, à un moment donné, on a aussi besoin d'avoir cette émulsion qu'on n'a plus sur la Ligue des Champions. Alors, Rémi, vous étiez à Toulouse. Il y a quelqu'un qui bondissait à des milliers de kilomètres de chez vous sur son siège californien, c'est Julien. Alors, Julien, vous n'êtes pas d'accord, je suppose, à voir votre tête. Non, pas du tout d'accord, mais c'est du n'importe quoi. La Ligue des Champions, faut pas rajouter d'autres ligues à côté. Ça serait un grand n'importe quoi. La Ligue des Champions, déjà, c'est fait pour ça. C'est les matchs de. Je suis désolé, Rémi, mais quand tu dis les matchs de poule, qui c'est qui les regarde ? Il y a les grands fans de foot, les regardent vraiment. Moi, je sais que là, regarde un exemple. Tu regardes, il y a des matchs. Il y a Istanbul qui joue, qu'on jouait tout à l'heure contre Manchester. Tu ne crois pas que les gens en Turquie, ils ont tous regardé ce match en soyant fiers, en étant fiers de pouvoir battre justement Manchester United. C'est que justement, ça permet à des petits clubs de battre des grandes d'Europe. Et après, oui, à la fin, il y a le fameux Final 8. Moi, je serais pour d'avis justement à ne pas rajouter de compétition, mais à changer la Ligue des Champions plutôt que de faire des matchs aller-retour. On finisse avec le Final 8 comme on a fait l'année dernière. Ça change, voilà, ça serait ça. Les matchs, on les joue tout le temps. La saison, elle est assez riche. Les saisons sont assez riches. Pour moi, il ne faut pas rajouter de matchs, il ne faut pas rajouter de ligue, il ne faut pas rajouter de compétition. Nicolas, votre réaction pour ou contre la Ligue des Champions, c'est ça ? Moi, je suis dépité. Pour ou contre la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions. Pardon. Évidemment contre. La Ligue fermée. Pourtant, Rémi, il a 50 ans, il a connu le foot d'avant, tout ça, mais il est contre. Je veux dire, au contraire, je veux dire, le foot d'avant, c'est ce que tout le monde aime et ce que j'aimerais retrouver. Toi, Rémi, t'es supporter de Toulouse pourtant. Mais c'est vrai, il est sur ça. Bah voilà, tu rêverais pas de voir ton club un jour aller en Europa League par exemple. Là, pour faire la même chose que fait Marseille, Rennes ou Lille, j'ai pas bien envie, sûr, n'importe quoi. Mais toi non, mais tous les ultras qui sont dans la salle, etc. Ils rêveraient de voir ça, de voir des Cristiano Ronaldo. Mais bien sûr, on est ridicule. Enfin, on en parlera plus tard, mais on est ridicule. Tu demanderas aux supporters de Marseille s'ils sont pas contents de voir leur équipe quand même jouer en LDC. Bien sûr, ça se passe mal. Moi, je pense que oui quand même. Même si ça se passe mal, ils sont contents. Là, ça serait une ligue fermée. Il y aurait que les clubs riches justement. Leur but, c'est seulement de faire plus d'argent. J'ai envie de dire.
c'est pas du tout pour le spectacle, ils pensent pas à ça. Et des petits supporters justement de petits clubs, ils vont être très très déçus à cause de ça. Et dont toi, par exemple, Toulouse pourra plus aller en Europa League plus jamais. Ryan, mais Rémi, contre la Ligue fermée, pas la Ligue des Champions, la Ligue fermée. Totalement contre la Ligue fermée. Rémi, il en a dit des conneries, mais ce soir, il les enchaîne. Hein. Je suis content d'être venu, Rémi. Pour moi, la Ligue, non, mais pour moi, la Ligue, la Ligue fermée, la Ligue des Champions va perdre énormément de valeur. Si la Ligue européenne est mise en place, ce serait la plus grosse erreur parce que les gens arrêteront de regarder la Ligue des Champions. Parce qu'en Super League d'Europe, il n'y aura que les grands clubs. Il n'y aura que des grands clubs. Et en Champions League, c'est ça qu'on aime, c'est que les petits clubs y participent. Parce qu'on a très bien vu en 2016, Leicester a été champion d'Angleterre. Et je ne sais pas du tout si Leicester aurait pu participer. Pourra participer un jour à cette si la Ligue fermée est mise en place, je ne sais pas si Leicester pourra y participer parce que d'après ce que j'ai compris, ce serait que les clubs qui ont un niveau très 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 haut. Donc on verrait toujours les mêmes clubs. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors vous pouvez réagir sur internet irm.radio, sur Twitch IRM Radio et au 07 71 59 62 68. Marion, vous avez entendu tous les débats. Cette Ligue fermée, elle a votre assentiment ou pas? Oui, totalement. Moi, je suis d'accord avec Rémi pour une raison. Non, mais pour une raison. L'élite. Non, c'est pas que l'élite, c'est plein d'autres choses. La première, c'est que dans ce métier du football, je le sais, quand il y a une nouvelle idée, et ça c'est depuis toujours, c'est toujours d'abord non. Et puis ensuite on réfléchit. La VAR, si on s'était opposé plus violemment, et si on avait dit non plus bruyamment. Ça c'est votre avis, Gilles. Oui, ça c'est votre avis. Oui. Mais en tout cas, tout le monde le partage. Cette ligue, elle sait même pas être pour ou contre. Elle va avoir lieu. Donc il faut juste s'y habituer. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que là, c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne. Ouais. La deuxième chose qui est importante, je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens croient et ce qui est dit pour l'instant, parce que ce sont des rumeurs, moi je prends le pari avec vous qu'elle ne sera pas totalement fermée. Ça, j'en suis convaincue. Je suis sûre qu'il y aura des descentes et des montées. Il y aura toujours les mêmes sur certains. Il y aura des coefficients, des ceci, des cela, avec des Liverpool, des Manchester City, peut-être des PSG qui seront toujours là. Et puis, il y aura des montées et des descentes, ça j'en suis sûre, pour créer un suspense quand même. Mais pensez que toute la force du football, l'âme du football... Il y a un nouveau grognement de Ryan. Je comprends, mais pensez que l'âme du football va mourir là-dedans. Mais je trouve, sincèrement, Ryan, vous verrez dans quelques années, c'est faux. Je suis une vieille. J'ai entendu 10 000 fois... Mais il ne faut pas faire ceci, mais il ne faut pas faire cela. Quand la Coupe de la Ligue est arrivée, tout le monde disait oh, c'est génial. Et puis au bout d'un an, 2 ans, ah ben non, c'est nul la Coupe de la Ligue. Il faut l'arrêter, la Coupe de la Ligue. Et pourtant, ça avait été créé par Giroud. Et Giroud, on nous disait c'est un temple du football et c'est le football. Combien de fois j'ai entendu et la Coupe de France, on n'avait pas le droit de dire du mal de la Coupe de France. C'était génial, la Coupe de France, c'était Dame Coupe et tout ça. Et quand on voyait les chiffres, personne ne regardait la Coupe de France. Il a raison sur un truc. Personne ne regarde les matchs. Il y a beaucoup de matchs de poule en Ligue des Champions qui font des chiffres. Oui, il a raison, Rémi. Les chiffres, réellement. Moi, je parle pas. Là, je parle des supporters. Hein. Arrêtez de croire que. C'est la première fois que quelqu'un vous donne raison. Arrêtez de croire que c'est des millions. Je suis tout émoustillé. Ouais. Voilà, soyez émoustillés. C'est faux de croire que les matchs de poule sont très regardés. C'est faux. Nous, les supporters de foot, on adore. Mais combien déjà ont pris Téléfoot pour regarder ça? Il y avait c'est un four total. Il y avait Entertainment Québec qui vous dit. Allez, c'est sanglant, du sang, cette interview va mal finir. Mais non, voilà. Mais pas du tout. Voilà. Alors, Psychophile nous dit que cette ligue ne serait pas totalement fermée. Il y aurait des invités comme il se passe en Euroleague au basket. Ouais, mais il y aura. Moi, je pense même qu'il y aura des descentes et des montées. Moi, je suis sûr de ça. Nicolas, on le parie avec vous. Ouais, mais en quoi ça vous dérange que personne ne regarde Enfin, vous êtes gestionnaire de chaîne télé ou pas, Rémi et moi? Ouh là 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 là. C'est pas ça. Mais je trouve ça beaucoup plus. Mettez-vous à la place du supporter. Hongrois, par exemple, qui est content justement de voir son équipe, tout ça. Je veux dire, c'est ça qui est important. C'est pas le fait que ça fasse des chiffres ou quelque chose. Après, si vous voulez que le foot, ça soit résumé à l'argent, oui, on peut en faire. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire aussi d'intérêt. Je veux dire, quand il y a eu la finale entre le Bayern et le PSG, passé sur TF1. 5 millions de Français l'ont regardé, 5 millions, que sur TF1, hein, que sur TF1. Moi, je préfère, que le football, ça soit populaire, que ce soit quelque chose... Non, c'est pas que fait pour nous, dans un petit microcosme, où on est entre ultra et où on s'excite entre nous. Ça, je trouve ça... Ben oui, moi, le supporter hongrois, il sera content de voir son match. Il sera encore plus content de voir Liverpool-Barça. Le mot de la fin à Ryan. Et puis, il faut savoir aussi que si en plus de la Ligue fermée, il y aura la Ligue des Champions, cette Ligue... Elle va disparaître, la Ligue des Champions. Alors, le mot de la fin à Ryan, le mot de la fin à Julien. L'autre mot de la fin à Julien. Allez-y, Julien. Juste
Allez-y. Une question à poser à Marion, c'est que quand vous parlez justement en disant que personne ne regarde les matchs de poule, mais vous parlez avec la mentalité française. C'est-à-dire que vous parlez en tant que Française. Non, je dis dans le monde. Non, je dis dans le monde. En France, il n'y a pas de Français qui ne jouent pas dans les poules. Non. Ils sont pas dans les poules, personne ne regarde. Pas du tout. Non, pardon. Je vous garantis, dans plein de pays du monde, dans les deux pays du monde, n'importe quel match, ils sont importants. C'est-à-dire que si on regarde si on regarde les matchs en Turquie, en Italie, en Espagne, c'est faux, mais c'est faux. C'est faux. Ça va mal finir avec du sang, comme on le disait. Je vais vous dire juste un chiffre, mais un chiffre, c'est un chiffre, c'est important quand même. C'est un chiffre qui est très important. Allez, les seuls matchs, mais non, parce que là c'est des chiffres et je parle des chiffres mondiaux quand je dis des chiffres déjà. Les seuls matchs très regardés dans le monde, Liverpool-Manchester United, le Classico espagnol et à partir des quarts de finale de la Coupe du Monde. Le reste, ça n'existe pas. Et la finale de la Ligue des Champions. Donc arrêtons, et c'est dans le monde. Rémi, le mot de la fin. Moi, je vais juste finir en vous disant que les ligues fermées, ça marche. Oui. Et effectivement, je pense qu'il y aura des invitations aussi, ça sera régulé comme ça. Mais la NBA est le meilleur exemple. Mais on pourrait citer celui-là, mais vous aimez tous peut-être le rugby. Et le tournoi Destination, c'est une compétition fermée. Bien sûr. La Géorgie, l'Espagne, c'est des nations qui font un autre tournoi à côté. Oui. Mais c'est une compétition fermée qui a lieu tous les ans, qui est ancestrale, qui est populaire, qui est franchouillarde et ça pose problème à personne. Rémi, les compétitions fermées comme cette ligue éventuelle, on est bien d'accord que c'est pour les grands clubs. Mais bien sûr. Donc ce ne sera pas pour Marseille. Ce sera pas pour Marseille, c'est notre débat suivant. Parce que Marseille a été laminé hier soir en Ligue des Champions par Porto. Marseille a perdu 3-0. Alors j'aime bien l'entraîneur André Villas-Boas parce qu'il est lucide, il a dit on fait de la merde. Donc voilà, c'est lui, ce sont ses mots, je ne me serais pas permis. Je vais vous demander qui est responsable du naufrage après avoir lu un petit mot de V Entertainment TV. Alors Gilles, soit avec nous, soit avec ton pub, et je le suis. Moi je suis pour Barcelone et l'OM et je ne trouve pas les résultats à la hauteur, je suis d'accord. Je pense que l'entraînement de l'OM c'est pas ça, il est en plein dans le sujet. Et il me dit aussi qu'il aimait bien le Gilles compassionnel d'avant, mais ces dernières années, à quand le Gilles Verdez à la télé, gentil comme avant? Jamais mon cher, jamais, je ne suis plus gentil. Mais si, très bon message, V Entertainment, merci. Alors le prochain sujet, vous l'avez compris, c'est Marseille. J'ai une question simple à chacun d'entre vous, je commence par Julien. Qui est responsable du naufrage marseillais? Julien. Pour moi, les responsables, c'est responsable du club, c'est la direction, voilà, ils ont fait que beaucoup de gâchis avec Marseille. Ils ont promis aux Marseillais, aux supporters marseillais, qu'ils allaient leur créer une équipe digne de ce nom au niveau européen, pardon. Et au final, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec, voilà, moi j'ai rigolé le dernier match hier, j'ai rigolé, c'est limite ridicule, c'est la honte, Marseille est devenu la honte de la France pour l'Europe. Et la honte française en Europe, et voilà, alors qu'avant ils ont toujours ils ont les supporters, ils ont l'ambiance, mais les joueurs n'ont plus envie, les joueurs sont pas présents. Et voilà, c'est malheureux à voir ça, c'est malheureux. Donc c'est les dirigeants pour vous? Pour moi, c'est les dirigeants qui font n'importe quoi, qui font n'importe quoi. D'accord. Nicolas, c'est qui selon vous? Moi, je vais être d'accord avec Julien. Il y en a plusieurs, mais le principal responsable, c'est Jacques-Henri Roux, à mon avis. Le président. Ouais, exactement. C'est lui qui a. Vas-y, je vais attraper. Il n'était pas sur le terrain. Voilà, qui a foutu un peu la merde au club depuis le début. Macourt lui a donné les clés. Et c'est à cause de lui, si par exemple cette saison, l'OM, ils sont en Ligue des Champions, c'est bien. Mais un mercato de Ligue des Champions, ça devrait pas être ça. Ils ont acheté quoi? Luis Enrique, ils ont acheté Nagatomo qui est fini. C'est pas un mercato de Ligue des Champions. Et si ça s'est passé comme ça, c'est à cause de lui qui a pourri le budget du club. Alors Marion, les joueurs sont très critiqués, notamment Payet, qui en plus d'être mauvais a raté un penalty. Est-ce que vous pensez que les joueurs, et notamment Payet, sont au premier rang des responsables du naufrage marseillais? Payet qui pourtant jouait numéro 10 dans sa position préférentielle. Je crois que le vrai problème, c'est de penser que Marseille est un grand club. Marseille n'est plus un grand club, et depuis très longtemps. Et je pense que, malheureusement... Il faut bien qu'ils jouent la Ligue des Champions, ils sont qualifiés. Oui, mais nous autres, les journalistes, on fait croire aux ultras que leur club, il est extraordinaire. On leur dit encore, il y a le PSG, il y a l'OM. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est des images d'archives, 93. On peut plus dire c'est un grand club. Mais il faut bien qu'ils jouent. Je vous repose ma question à laquelle vous ne répondez pas. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ils ont bien le droit de la jouer. Mais il n'y a pas les moyens. Je veux dire, Macourt n'a pas donc c'est Macourt le responsable ou c'est les joueurs? Bien sûr, d'accord, bien sûr, pour une raison toute simple. Mais il est pas deux héros, un Macourt. Non mais attendez, on a c'est un milliardaire qui a comme fortune personnelle 1,3 milliard. Oui. Comment voulez-vous qu'il mette 500 millions dans son club?
je demande. C'est pas assez pour vous, 1,3 milliard. Non, mais 1,3 milliard, comment vous voulez... Non, mais ça, c'est pas moi. On peut rigoler, mais 1,3 milliard, pardonnez-moi. Hein, il n'a pas assez d'argent pour vous. Non, mais faites le calcul. 1,3 milliard, il met 500 millions. Il lui reste combien? 800. Ok. Vous pensez qu'il va mettre 500 millions sur l'OM? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une fortune de 30 millions, 40 millions, 50 millions, 70 millions? Non, mais milliards, vous voulez dire? Parce que là, milliards, pardonnez-moi, milliards. Est-ce que vous pensez pas... dans les chiffres, Est-ce que vous pensez pas que c'est plus simple quand on est le Qatar ou quand on est un milliardaire russe comme à Monaco? On ne peut pas avoir que des oligarques et des pays du Moyen-Orient qui rachètent les clubs français. Malheureusement, vous me dites l'argent, c'est pas important. Je vous dis, on ne gagne pas aujourd'hui une Ligue des Champions avec une âme. Nicolas, c'est les joueurs et notamment Payet les responsables? Non, moi je l'ai dit, c'est Jacques Henriot, je confirme. Mais par rapport à Marion, ouais, c'est vrai que le vrai responsable justement, c'est Hérault qui 200 millions, c'est déjà beaucoup. Mais sur attendez, ce ne sont pas les présidents et les dirigeants qui étaient sur le terrain hier à pas avoir d'envie, mais s'ils pas ont pas de caractère, rien. C'est la faute du président donc. Bah oui, ils ont pas le niveau les joueurs pour la Ligue des Champions. Pas le niveau, d'accord. Ryan. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc pour moi, c'est de la faute de tout le monde. C'est de la faute du club entier. C'est de la faute de Jacques-Henri Hérault. C'est de la faute de Villas-Boas. C'est de la faute de McCourt. C'est de la faute des joueurs. Et des supporters peut-être aussi. Hein. Des supporters qui n'ont pas pu être là, malheureusement. Non, mais qui croient toujours qu'ils ont un grand club. Hein. Mais quand j'ai vu le parcours de Marseille, c'est 0 but en 7 matchs. En 3 matchs. Ils ont encaissé 7 buts en 3 matchs. Franchement, là pour l'instant, Marseille... pour moi, n'a ni le niveau pour la Ligue des Champions, ni le niveau pour l'Europa League. Rémi, qu'est-ce que vous pensez de Marseille et qui est responsable de ce naufrage? On parle de honte, hein. Il y a les mots maintenant qui sont là, c'est honte. D'ailleurs, Villas-Boas et certains joueurs n'esquivent pas le mot honte. La faute, c'est la faute à notre championnat. Ah. Personne n'accable les joueurs, vous êtes formidables tous. Hein. Attendez, parce que je vais y arriver. D'accord, très bien. Ah oui, c'est une longue démonstration que vous avez faute à championnat. Allez-y. Parce qu'en fait, ce championnat qui n'a pas été terminé a promulgué effectivement l'Olympique de Marseille à la 2e place, mais qui peut dire que l'effectif de l'Olympique de Marseille est justement l'effectif qui aurait en tout cas le niveau pour aller en Ligue des Champions? Les joueurs sont à un niveau qui est proche du néant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe de seconde zone. Je suis d'accord avec Marion, ce n'est plus un grand club, l'Olympique de Marseille. Alors j'ai plein de réactions, Rémi, attendez une seconde, j'ai plein de réactions. Je déteste l'homme depuis 2 jours. Hier, c'était tellement triste que j'avais même pas envie de me réjouir. Marseille s'est pris une douille, il faut pas refaire l'entraînement, la gestion du club. Ils sont tous à blâmer, joueurs, entraîneurs, dirigeants, mauvaise gestion. Est-ce que c'est de la honte, on va dire, etc., etc., etc. Les supporters ne sont pas responsables, on gère pas le club. Voilà. Rémi, super. Vous avez bien lu les coups. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour André Villas-Boas parce qu'il a réussi à faire quelque chose l'année dernière d'exceptionnel avec ce groupe. Et là, cette année, il se prend un retour de bâton, de manivelle, de tout ce que vous voulez, avec cette Ligue des Champions qui montre le vrai niveau de cette équipe. Alors, Marseille, attendez Rémi, ça fait réagir sur Internet, IRM.radio, sur Twitch, IRM Radio, et bien entendu, les messages au 07 71 59 62 68, j'en lis le maximum, mais là, je peux pas tout lire. Alors, Rémi, Marseille, c'est le record d'Anderlecht, à égalité 2003-2005, 12 défaites en Ligue des Champions, ça fait mal. Ça fait mal, et puis Marseille, je vais faire un trait d'humour que j'avais déjà préparé depuis 24 ans. Alors là, un trait d'humour de Rémi préparé de longue date. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. Allez-y Rémi. Trait d'humour. Marseille, c'est 0 points, 0 but et 7 buts encaissés. Moi, je trouve que c'est le meilleur hommage qu'il puisse faire à Sean Connery. Bravo. C'était excellent. Excellent. J'ai rien compris, mais c'était très bien. C'était très bien. Du moment qu'on rend hommage à Sean Connery, ça me va. Julia, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, pour la première fois de la soirée, je vais être d'accord avec Marion. Très bien. Vous y venez aussi, très bien. Non, Marseille, ça fait longtemps. 1993, c'est dans les archives. C'est limite, l'écran n'était même pas en couleur. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Marseille, ça fait des années que ce n'est plus un grand club. Marseille, ça n'est plus rien. Et pour moi, quand je vois le match qu'ils ont joué hier, que je vois que Dimitri Payet, qui est censé être l'icône de l'OM pour le moment, le meilleur joueur sur le terrain. C'est un bon joueur. Là, il n'est pas en forme, mais c'est un bon joueur. On a vu, quand on voit arriver sur le terrain, qu'on a l'impression qu'il vient juste de se réveiller d'une sieste, qu'on lui a appris, qu'on vient de l'apprendre au dernier moment, qu'il venait de jouer, qu'il allait jouer, que sur le terrain, il ne vaut rien. Vous exagérez. Ne valent rien. Et pour moi, au bout d'un moment, c'est comme il disait aussi Ryan,
c'est la direction, c'est l'entraîneur, c'est les joueurs. Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, parce que tout à l'heure, on parlait, la première chronique, c'était sur Thomas Tuchel. Vous vouliez tous virer quasiment Tuchel parce qu'il était nul, alors que je vous rappelle que jusqu'à preuve du contraire, le PSG aligne les titres. Personne ne me parle de Villas-Boas. Et donc a ça veut perdu dire que 2-1 contre Leipzig. personne doit vouloir virer l'entraîneur, etc. Donc on ne vire pas. J'allais y venir. On vire Villas-Boas ou pas? Non, mais bien sûr que oui, il faut virer Villas-Boas. Le plus rapidement possible. Moi, Christophe Galtier, je le mets à l'entraîneur. C'est pas grave, on fait un. On fait quoi, un chaise musicale? Non. Mais il est en poste. C'est pas grave. Villas-Boas, c'est pas grave, je sais pas si c'est grave. Villas-Boas va entraîner Lille et Christophe Galtier vient à Marseille. On fait un switch, exactement. Pour moi, Villas-Boas doit vite partir. Franchement, là, c'est vraiment alerte au rouge. Marion. Rapidement, c'est pas le problème, Villas-Boas. On verra à la fin de la saison. Ce qui est important aujourd'hui pour l'OM, c'est de finir dans les 3 premiers à la fin de la saison, de refaire une Ligue des Champions et de refaire une Ligue des Champions et de retrouver l'expérience de la Ligue des Champions, comme le fait l'OL. Marseille ne pouvait rien faire cette saison en Ligue des Champions. Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'ils n'ont pas joué. Il fallait pas s'attendre à un truc génial. On va attendre plutôt de voir ce qu'ils vont faire en championnat. Nicolas, alors, les dirigeants sont en accusation, l'entraîneur, on commence à y venir, les joueurs sont mauvais, mais les joueurs, moi je voudrais qu'on y revienne, parce que quand on voit Chaleta-Tchari hier, Sakai, Payet, on en a parlé, Benedetto, le milieu inexistant techniquement et physiquement, Nicolas, c'était nul, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, et justement, Ryan, toi qui es supporter Marseille. Mais quand on est nul, il faut au moins avoir l'envie. Là, il n'avait même pas ça. Toi qui es supporter marseillais, je pense que l'année passée tu devais être au pied de Villas-Boas. Villas-Boas c'est le meilleur entraîneur du monde. Et maintenant tu veux le virer, mais qu'est-ce qui a changé? Il y a rien, justement, il y a les mêmes joueurs, il y a le même entraîneur, il a la même technique, il y a rien qui a changé. C'est juste qu'ils n'ont pas le niveau pour être champion. C'est la gestion, l'entraînement. On voit très bien. Par exemple, je vais te donner un exemple. Dis-moi, vas-y. Manchester City, qu'ils ont accueilli l'Olympique de Marseille. Ouais. Non, ils ont accueilli l'Olympique de Marseille. La première, c'était au Vélodrome. Le premier but que Marseille a encaissé, c'est sur une mauvaise relance de Rongier. Et donc, c'est sur une mauvaise relance de Rongier. Aujourd'hui, hier, face à Porto, c'est le premier but qu'ils prennent, c'est sur une mauvaise relance de Kaletekar. On voit très bien à partir de ce moment-là qu'il n'y a pas une prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience et pour moi, ils apprennent pas de leurs erreurs. Donc Villas-Boas est aussi très. Mais c'est des erreurs individuelles, ça tu peux pas en vouloir à l'entraîneur. Mais bien sûr que si, c'est l'entraîneur qui faut. C'est individuel, c'est le mot individuel. Tu peux mais pas. Non, c'est à l'entraîneur aussi de mettre. Julien, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Alors Marseille, parce que là, est-ce qu'ils peuvent encore, à votre avis, arracher la 3e place? Mais pas du tout, rien du tout. Ils sont même pas capables de. Ils feront même pas quelque chose. Ils feront même pas pour l'Europa League. Ils vont rien faire. Marseille, il faut juste changer toute l'équipe. Pour changer, qu'ils arrivent déjà à se concentrer sur le championnat, qu'ils arrivent à se concentrer sur la Coupe de France et ça s'arrête là. Julien, mais vous pensez vraiment que Marseille doit carrément déclarer forfait, abandonner au bout de 3 matchs, vous renoncez? Sérieusement? Mais c'est mieux pour eux, c'est mieux pour leur. C'est mieux pour eux, mais non. Au moins pour leur dignité, Mais non, faut être sérieux. Faut être sérieux. Rémi, répondez-lui. Non, après, justement, c'est là où on va voir s'ils ont un peu d'honneur parce que les supporters marseillais le vivent très mal là, ça c'est sûr, ils font des communiqués, c'est une catastrophe, ouais. Par contre, on parle de Payet, mais moi j'ai un joueur en fait que je trouve qu'on l'épargne énormément, c'est Florian Thauvin. On fait de lui un joueur clé futur du projet marseillais. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est là peut-être pour 2 ans. Enfin, encore même s'il est en fin de contrat, quoique celui en passant. Mais ce joueur-là, par exemple, pour moi, c'est l'image de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire un joueur finalement qui n'a pas le niveau pour être à ce niveau-là en Ligue des Champions. Le niveau de l'Olympique de Marseille, c'est pas un niveau Ligue des Champions. Il faut pas se leurrer. Et quelle que soit la décision qui est prise de la part des dirigeants ou autre chose, on est sur quelque chose qui est déjà faussé. Alors Rémi, ça fait réagir sur internet irm.radio, sur Twitch IRM Radio, les messages 07 71 59 62 68. Alors, Marseille a fait naufrage en Ligue des Champions depuis quelques jours, quelques semaines. Le débat, les polémiques, c'est autour du niveau global du football français en Coupe d'Europe. C'est une catastrophe. Il n'y avait que le PSG globalement qui tenait plus ou moins son rang. Et là, je vous annonce que la soirée a été une nouvelle fois noire pour les clubs français. Ryan, alors vous allez nous faire un petit résumé
de la soirée. Donnez-nous d'abord, si vous avez l'ensemble des scores de la soirée. Alors oui, j'ai vous avez le panorama des scores. Allez-y, Ryan. Alors, Leipzig, dans un premier temps, on va parler des clubs français. Leipzig, Paris, Paris a perdu 2-1 face à Leipzig. Ça, c'est l'événement. On va vous détailler ça et on y reviendra. Allez-y. Rennes s'est pris une tôle à Chelsea, 3-0. Bon, ça, c'était un peu prévu. Rennes découvre la Ligue des Champions. Pour le moment, un seul point. Ça ne va pas, mais bon, c'est moins saisissant que la défaite du PSG. Mais encore une journée sombre pour le football français. 2 défaites ce soir encore. Le Zénith et la Lazio, coude à coude, ils ont fini par faire un petit nul, 1-1, un petit match sympatoche. Istanbul, Manchester United, c'est Manchester United qui perd le match. Ça, c'était plutôt dans l'après-midi, ouais. Allez-y, les autres scores. Club de Bruges face à Dortmund, c'est Dortmund qui s'impose. Le triplé. Donc 3-0. Oui, 3-0 pour Dortmund. La Juve face à Ferencvaros, 4-1 pour la Juve. Et puis enfin, Séville-Krasnodar, 3-2 pour Séville. Donc, nouvelle soirée de cauchemar pour les clubs français. Rennes, c'était attendu. Mais le PSG, alors vous allez nous détailler le match. Racontez-nous ce que vous pouvez nous dire de cette défaite saisissante du PSG à Leipzig. Le festival des cartons. Le PSG qui pourtant menait 1-0. Le festival des cartons, ce soir. Exactement. Alors le Paris Saint-Germain qui menait 1-0, qui avait Di Maria qui a ouvert le score dans la 6e minute. Il aurait pu doubler la mise avec un penalty, malheureusement il a manqué. Et oui, les clubs français ratent des pénaltys. Il y a eu Payet et maintenant Di Maria. Nkunku, bien évidemment, ancien Parisien. La malédiction. Égalisé. Forsberg, lui, cette fois-ci, il ne rate pas son penalty. Du coup, il arrive à 57e minute, Leipzig prend l'avantage. Et puis la fin se termine par un rouge pour Idrissa Gueye et un rouge pour Kimpembe à la fin. Une soirée cauchemar pour le PSG. Rouge, ça veut dire suspension au prochain match. C'est un naufrage. Il y avait déjà eu la défaite initiale, donc c'est un naufrage. Alors Marion, c'est vraiment un nouveau coup d'arrêt pour ce PSG globalement. Pour le moment, en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe française. Essayons de dégager l'aspect positif de la situation. Là, je compte sur vous. Sur vous. Alors, allez-y. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on va peut-être enfin se débarrasser de Thomas Tuchel. Si vous voulez, oui. Donc ça, je l'espère, à la prochaine trêve. Et puis, la deuxième chose... Alors, vous pensez que si les résultats en Ligue des Champions commencent à s'accumuler de manière négative, ils pourraient sauter à la trêve, ça coûte cher, hein. Très très cher. Et le PSG perd beaucoup d'argent cette saison. Mais je pense que le PSG peut perdre beaucoup d'argent de ne pas être en 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, mais de toute façon, il ne sera pas viré, à mon avis, avant la fin des poules. Là, vous seriez pour un limogeage immédiat ? Moi, en général, je suis pour... solution radicale. On tranche dans le vif. Parce que, rappelez-vous comment Zidane est parti d'ailleurs du Real avant de revenir. Ça ne s'est pas passé quand même, ça s'est passé, on tranche dans le vif. Rappelez-vous comment Pochettino a été viré de Tottenham. Ça ne s'est pas passé dans la grande douceur et en pleine saison début. Zidane, il voulait arrêter. Merci beaucoup, bonsoir. Bon, pensez à Benitez. Zidane, il voulait partir. Benitez, comment il s'est fait virer du Real, ça ne marche pas avec Ronaldo, on ne va pas plus loin. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième... Je n'oublie pas quand même que dans cette équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs blessés. Que ce soit, il n'y avait ni Neymar, ni Mbappé. Eh oui, enfin on y vient. Il y avait beaucoup d'absents. Ils avaient été bloqués dans l'ascenseur. Les autres, c'est mauvaises conditions. Pas là. C'est spécial en ce moment. C'est spécial. C'est spécial, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, Tourelle n'aide pas cette équipe à se régénérer. Et donc, je suis évidemment pour qu'ils partent sur le champ. Mais malheureusement, je ne sais pas si les Qataris m'écouteront. Alors bon, comme Manchester a perdu, ce groupe va être disputé jusqu'au bout, tout est relancé. Mais Nicolas, c'est quand même un coup d'arrêt totalement inattendu pour le PSG. Très clairement, le résultat en tout cas, il donne raison à ma première chronique, parce qu'on peut voir que justement Tuchel, sans ses grands joueurs, Mbappé, Neymar, n'arrive pas à donner le plus à cette équipe qu'il faut justement pour battre une équipe comme Leipzig. Et en plus, c'est qui ? C'est Nkunku qui a marqué, justement, un joueur que Leonardo a aussi renvoyé là-bas sans gagner beaucoup d'argent, 12 millions seulement, je le rappelle. Julien, qu'est-ce que vous pensez de cette défaite qui quand même nous abasourdit du PSG à Leipzig ? Défaite totalement inattendue. Et maintenant, le PSG va devoir se battre jusqu'au bout pour se qualifier, parce que le groupe devient très très indécis. Alors qu'on pensait que Manchester et le PSG étaient largement devant, maintenant, tout est relancé dans ce groupe. Déçu, mais après ça définit tout ça explique tout ce qu'on disait. C'est Paris, c'est pas le même niveau qu'ils ont. Il manque beaucoup de joueurs aussi il leur manque beaucoup de joueurs. Et voilà. Après moi je pense que le coach, c'est tout simplement ses décisions. Quand je regarde justement la position encore et il s'est encore entêté à mettre Marquinhos en tant que milieu de terrain alors que ça marche pas du tout. Faut arrêter.
Alors que Marquinhos, il a très bien sa place en défense. Moi, je ne comprends pas ses choix, je ne comprends pas, et ça se ressent sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'il fait ça uniquement pour dire à Leonardo, regarde, c'est moi le maître, t'as pas fait le recrutement que je voulais, voilà comment on va jouer? Exactement, je pense que c'est tout simplement pour Leonardo. Je pense que parce que Leonardo veut lui montrer que c'est le patron, et non, Thomas Tuchel, je suis sûr que Leonardo n'est pas d'accord avec toutes ses décisions, mais je pense que Thomas Tuchel les fait quand même. Rémi, vous pensez également que Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, pourrait faire jouer Marquinhos à un poste qui n'est sans doute pas le sien, et Danilo également, uniquement pour envoyer des messages à Leonardo, déstabiliser son équipe pour envoyer un message? C'est gros, non? Je commence à avoir de sérieux doutes, effectivement, parce que là, on a vraiment l'impression que Thomas Tuchel a envie à défaut de s'imposer, de mourir avec ses idées. C'est vraiment une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas sain là entre Leonardo et Thomas Tuchel, qui est vraiment en train de pourrir en fait le club de l'intérieur. Et c'est vrai qu'en plus, toutes les absences du jour, moi je pensais quand même que le PSG s'en sortirait. Moi aussi. Mais là, ils se sont quand même mis surtout dans une situation très, très, très compliquée. Là. Oui, alors je vais vous donner le classement du groupe. Donc Manchester United est premier avec 6 points, Leipzig 6 points également. Le PSG troisième après 3 journées avec 3 points. Mais qui aurait pu imaginer ça en tout début de saison? Et puis Istanbul 3 points également. Donc ça fait que le PSG va devoir se battre jusqu'au bout pour se qualifier parmi les deux premiers. Ryan. Pourquoi pas voir un petit Paris Saint-Germain en Europa League? J'ai envie de dire. Pourquoi pas d'abord, avant de gagner la Ligue des Champions? Là, ça ferait des ordres. Bah non, pourquoi pas avant de gagner une Ligue des Champions, gagner une Europa League pour commencer déjà. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que beaucoup de grands clubs quand même. Pour gagner l'Europa League, il faut quand même déjà être un gros club quand même. Bien sûr. On pense à Manchester United de Mourinho il y a quelques saisons. Même là, c'est quand même pas non plus totalement déshonorant, mais c'est sûr que c'est pas le projet du PSG. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Marion. Donc là, ce serait quand même un séisme sur la planète footballistique française tout au monde, voir le PSG reversé en Europa League. Ça sera un coup, il faut la gagner encore, parce qu'il y a des bonnes équipes en Europa League. Il y a Tottenham, Arsenal, il y a le Napoli aussi. Il faut se battre, c'est pas facile. Julien, globalement, alors là, il y a le PSG qui s'y met aussi. Rennes, qui aura beaucoup de mal à se qualifier. Marseille, qui visera potentiellement la 3e place. Comment vous expliquez cette catastrophique entame de compétition européenne des clubs français? C'est incompréhensible, c'est dommage, c'est frustrant. Mais après, je ne sais pas comment expliquer, en espérant, là, maintenant, il reste tous les matchs retour. La Ligue 1 est-elle nulle? La Ligue 1 est-elle nulle? Cette année, oui. La Ligue 1 est à un niveau très, très bas. Moi, quand je vois les équipes, il n'y a pas que ça. Et là, en Europa League aussi, que ce soit en Ligue des Champions, on n'a pas là, même Paris montre qu'on n'a pas le niveau européen. Rémi, vous êtes d'accord avec ça? Quel est le niveau réel des clubs français? Si mauvais que ça? Je pense qu'effectivement, par rapport au niveau, et ça revient un peu avec ce que je disais sur la chronique, c'est-à-dire que si aujourd'hui, sur ma chronique de la Ligue européenne fermée, aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain, quel club peut rivaliser avec le top 20 européen, voire même le top 30 européen? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, effectivement. On le voit avec Marseille, on le voit avec Rennes. Alors Rennes, ils se sont retrouvés là en ayant fini 3e. Alors Rennes, attendez Rémi, Rennes, je vous donne le classement. Donc premier Chelsea dans le groupe E avec 7 points. 2e Séville, 7 points également. 3e Krasnodar, 1 point. 4e Rennes, 1 point. Donc là, il y a 2 équipes qui, on suppose, se dirigent vers la qualification. C'est Chelsea et Séville. Rennes est 3e. Ça, et bon, Rennes est 4e, pardon. 4e. Rennes, c'est gentil, c'est frais, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas programmé pour la Ligue des Champions. Et on le voit, en plus, ils sont dans un groupe où il n'y a pas d'équipes qui sont dans le top 8 européen. Chelsea est une bonne équipe. Alors, au bout de 3 journées, on a donc Rennes qui est 4e, Marseille qui est 4e, là avec 0 points, Rennes à 1 point, et le PSG qui est 3e. Bilan peu reluisant. C'est là où je rejoins Julien quand il dit que la Ligue 1, c'est vraiment le plus petit championnat. C'est quand tu vois les clubs en Coupe d'Europe, quand on voit que les 3 clubs, ils sont dans les deux dernières places, c'est affolant. Nicolas, le niveau réel des clubs français, est-ce que c'est la photo de la catastrophique Ligue 1? Bien sûr, mais le PSG, c'est souvent l'arbre qui a caché la forêt. Oui. On parle de la Ligue 1 comme si c'était un grand championnat. Il faut se rendre compte que la Ligue 1, par rapport aux 4 justement championnats qui sont devant, la Serie A, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, la Ligue 1, c'est très 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 loin de tout ça. Ça se bat dans la 2e division avec le championnat portugais et le russe.
Rémi, c'est vrai que cette Ligue 1, elle fait peur. Est-ce que vous pensez que nous aurons un représentant après les phases de poule en Ligue des Champions? La question se pose, hein, on en est là. Non, mais le PSG va s'en sortir. Le PSG s'en sortira. À la place de qui alors? Qui se qualifiera? Manchester, Leipzig? Manchester premier. Et le PSG, d'accord. Paris battra Leipzig au retour. Leipzig à domicile. D'accord. Je pense que du coup, effectivement, il va falloir absolument qu'il joue le goal average particulier parce que ce sera une incidence importante. Il ne faut pas qu'il commence à calculer tout de suite quand même. Sinon là, on n'en sort plus. Tu dis des conneries encore. Obligé de calculer. Et Gilles, si la semaine prochaine ils font pas un résultat contre Leipzig, ils sont éliminés. Hein. Et vous vous rendez compte que lors du Final 8, PSG Leipzig, il n'y avait pas eu photo. Donc là, en quelques mois, le PSG a basculé vers le côté négatif. C'est pas pareil. Le PSG Ryan et après Marion. Le PSG était déjà dans une lancée qui, voilà, ils avaient déjà des victoires derrière. Je veux dire, c'était pas le début de la Coupe d'Europe. On était plus vers la fin que le début. Donc, et en plus de ça, on avait Mbappé qui jouait. On avait quand même des. C'est vrai que l'équipe était diminuée, on le rappelle. Oui. Sans Mbappé, sans Neymar. Marion, qu'est-ce que vous pensez de cette Ligue 1 et est-ce que les performances calamiteuses des clubs français sont représentatives du niveau tragique de la Ligue 1? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un très très haut niveau en Ligue 1, ça c'est évident. Ça c'est sûr, très haut. Ouais. Un euphémisme. Il y a aussi autre chose, c'est que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas prêts. Il faut quand même être clair. Et que En raison de la crise sanitaire, oui, du manque de préparation. Bien sûr. Mais alors pourquoi ça toucherait plus particulièrement les clubs français? Alors, Paris, tout simplement parce qu'ils ont quand même été loin dans cette Ligue des Champions, on l'oublie, mais enfin bon, s'il n'y a pas vraiment eu... Le Bayern aussi. Le Bayern aussi, mais le Bayern, on sait que c'est un autre niveau quand même. Là, pour le coup, c'est pas la même chose. Bon, voilà, c'est le Bayern. Puis le Bayern, aujourd'hui, selon moi, est la meilleure équipe d'Europe et il n'y a pas photo. Liverpool a quand même, si je me souviens bien... Pardon, Manchester United a battu le Başakşehir... Non, Leipzig 5-0, 3-0 ouais. 5-0, hein, c'est ça. Bon, donc on voit bien que ça commence un peu bon an mal an, bizarrement. Donc moi, je serais pas déjà à dire que le PSG va se faire éliminer. Ça part pas bien. On est tous d'accord, ça part vraiment pas bien. Mais il est tout à fait possible que le PSG gagne contre Leipzig au prochain match. Donc je dirais pas tout de suite que c'est foutu. Mais pour moi, en tout cas, tel que c'est parti, le PSG cette saison ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. Ça, je vous le signe. Mais vraiment, parce que, encore une fois, l'entraîneur n'est pas au niveau. Et malheureusement, encore une fois, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau dans cette équipe. Julien, je vais vous poser quelques questions qui concernent ce qui s'est passé hier en Ligue des Champions. C'est pas un quiz, hein, c'est pour avoir votre avis. Manchester City a donc battu Olympiakos 3-0. City est déjà presque qualifié pour la phase finale après son début en poule. Est-ce que vous pensez que City, cette saison, peut gagner enfin la Ligue des Champions? Julien? Moi, je pense qu'ils peuvent, mais je pense que ça fera comme chaque année, c'est que City à un moment donné, ça va bloquer. Pourquoi il y a le plafond de verre alors? Pourquoi il y a le plafond de verre? Pourquoi ça bloque? Moi, je pense que ça bloque parce que je sais pas, il y a aussi des grandes équipes aussi qui sont à côté. Quand on voit qu'il y a le Bayern, il y a le Barça, il y a le Real, il y a aussi la Juve à côté. Et c'est qu'on arrive à ce niveau-là après de la Ligue des Champions, c'est des matchs qui sont très compliqués à jouer. Manchester City, ils n'ont jamais eu de chance à ce niveau-là. Et je pense que après, j'espère me tromper parce que j'aimerais bien voir un jour aussi Manchester City remporter une Ligue des Champions. Ils le méritent parce que c'est une équipe qui joue énormément bien. Ils ont des talents énormes dans l'équipe, des grands talents. Et moi, j'adore Pep Guardiola. Un grand entraîneur. Je trouve que non, il mérite. Ouais. Rémi, j'ai une question pour vous qui concerne Mönchengladbach qui a gagné 6-0 au Shakhtar Donetsk avec un triplé d'Alassane Plea. Alors est-ce qu'Alassane Plea, qui a une seule sélection chez les Bleus, c'était face à l'Uruguay en 2018, est-ce qu'il devrait être rappelé dans la liste que va communiquer cette semaine Didier Deschamps? Rémi? Plea, vous en pensez quoi? À mon avis, je pense qu'il ne sera pas rappelé parce que malgré tout, malgré ce triplé, et malgré la bonne saison qu'il est en train de faire, dans la tête de Deschamps, il passe quand même assez loin dans la hiérarchie des attaquants. Maintenant, pourquoi pas effectivement si quelques blessures, derrière l'arrêt de Giroud, peut-être après l'Euro, effectivement peut-être qu'Alassane Plea, mais aujourd'hui pour moi malgré tout il n'a pas le niveau pour être dans cette équipe de France.
Alors, selon Rémi, Pléa n'a pas le niveau. Il a pourtant mis un triplé hier soir en Ligue des Champions. Nicolas, vous en pensez quoi, Pléa? Ouais, je pense que le vrai niveau des joueurs, on le voit en Ligue des Champions justement. Et Pléa, c'est sa première saison. Et Deschamps pense comme vous. Exactement. Didier Deschamps a toujours pensé que la Ligue des Champions était le révélateur du niveau. Il a déjà mis 3 buts, 1 ou 2 passes Il décisives. y aura des forfaits, hein, comme dans toutes les listes. Il y aura des absents, des forfaits. On sait que Giroud, il est indéboulonnable, mais après Giroud, il y a quoi? Il y a Ben Yedder, il y a du Martial. Ben Yedder, il joue pas à la Champions League, donc si Pléa vraiment il confirme son. Mbappé n'est pas du tout sûr d'être retenu en plus. Hein. Non, Mbappé il va jouer, mais il va pas jouer en numéro 9. Non, il n'est pas du tout sûr d'être retenu pour la liste là. Bien sûr, pour la prochaine en raison d'un problème musculaire. En connaissant des chances, ça va être compliqué que Pléa joue la prochaine. À la prochaine. Non, je vous parle de la liste de cette semaine là. Il faut le rappeler ou pas alors, Deschamps, il attend vraiment le long terme la plupart du temps. Marion, Pléa ou pas? C'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Mbappé sera pas là. Ouais. Deschamps aime bien faire des petits tests comme ça. Il sera certainement pas là, ou alors il sera là, mais il débutera pas les matchs. Enfin, on pense qu'il lui faut du repos. Moi, je pense que c'est quelque chose de possible. Je serais pas étonnée, en tout cas de la part de Deschamps, qu'il appelle pourquoi pas Pléa. Enfin, je veux dire, il a déjà appelé un petit Léo Dubois. Alors, c'est pas le même poste, on est tous d'accord. Mais enfin, il peut appeler. Il n'a pas peur d'appeler un mec pourtant beaucoup plus talentueux, mais le petit Camavinga, d'aller chercher Upamecano. Il pense toujours à l'avenir. Donc, Pléa rappeler une fois ou deux, ça c'est tout à fait possible pour effectivement penser à l'après-Euro. Mais pourquoi pas cette fois-ci? Ryan, j'ai une question pour vous concernant le Real Madrid qui a battu péniblement l'Inter Milan 3-2 hier. Le Real Madrid, je le disais, c'est pénible, c'est compliqué. Il mène et puis il se faut rejoindre, il gagne en fin de match. En championnat, ça marche pas mal. Alors finalement, on critique beaucoup le Real. Mais est-ce que le Real n'est pas en train de prouver que c'est une équipe qui est encore une fois faite pour gagner? Faite pour gagner, oui. Le Real de Madrid a toujours été une équipe faite pour gagner. Après, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème ils sont irréguliers. En fait, ils sont vraiment irréguliers. Le Real de Madrid, je trouve que ils restent pas constants. En fait, ils peuvent gagner ce match-là et puis ce week-end perdre et puis le match d'après gagner et puis on ne sait, avec le Real Madrid, on ne sait pas sur quel pied danser. Zidane fait tout son possible, mais encore une fois, est-ce que c'est l'homme de la situation cette fois-ci? Zidane, c'est le meilleur entraîneur du monde avec Deschamps, Guardiola, si vous voulez. Donc, mais Zidane, parce qu'il a mis Panenka à Buffon, parce que oui, forcément, Zidane, il a un charisme énorme. Je ne doute pas de son talent, merci. Non, mais il a raison, il faut pouvoir aussi critiquer Zidane. Si on ne peut jamais critiquer, c'est pas possible. Mais il faut le critiquer quand il perd, mais là, il gagne. Non, mais enfin, c'est un début de saison particulier quand même, en demi-teinte. En fait, voilà, c'est là où j'allais en venir. C'est vrai que pour les clubs, là, c'est une saison très, très, très particulière et très compliquée parce que, le monde entier est touché actuellement par une pandémie du Covid-19. Et c'est vrai que le football est énormément touché. On voit beaucoup d'allées, on voit beaucoup de blessés, on voit beaucoup de joueurs testés positifs. Et pour moi, il y a énormément de fatigue et de blessures. C'est pour ça, c'est vrai que cette saison-là, et je trouve que c'est pas tous les joueurs pour moi, il y a aucun joueur il y a que le Bayern. Franchement, il y a que le Bayern cette saison qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coronavirus. C'est incroyable. C'est fabuleux, mais d'ailleurs, mais c'est pas faux. L'Allemagne a eu beaucoup moins de coronavirus que le reste de l'Europe. C'est là ça va avec. Julien, le Real de Zidane fait pour gagner? Au même niveau que Paris pour moi cette année. Paris a perdu là, je vous signale. Le Real a gagné lui. Ouais, mais bon. Oui, mais au final, si vous regardez bien, ils sont au même niveau de classement. Ils sont troisième tous les deux de leur groupe. Et c'est le même niveau. Pour moi, c'est le même niveau. Ils ont les joueurs et il n'y a pas d'envie. Ils gagnent, mais sans être impressionnants. Vous êtes moins convaincu par le Real que vous ne l'étiez les saisons précédentes? Moi, le Real, ils ont quand même l'équipe. On parle du Real Madrid. C'est comme le Bayern Munich. D'où vient le problème alors? D'où vient le problème? Moi, je pense que le problème, c'est qu'il devrait renouveler un peu plus son équipe sur certains niveaux. Et voilà, après, c'est. Ouais, Benzema, je suis toujours content de le voir sur le terrain. Après, moi, je suis Ramos en défense, ça commence un peu à me prendre. Ramos, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Vous pouvez pas. J'arrive plus à le supporter sur le terrain. Je trouve qu'il joue pas tellement. Je sais pas, j'arrive pas à voir comment les joueurs, comment les entraîneurs et les. Si vous ne supportez pas Ramos, qu'est-ce que vous pensez de Chalet Tachar à Marseille alors? C'est la débandade. Rémi, vous en pensez quoi du Real? J'ai un problème effectivement avec Zidane. Oh là, mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis désolé. Et lui, il a un problème avec vous, et moi aussi. Je vais me permettre de faire une critique sur Zidane. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, Zidane, en fait, a du mal à renouveler son effectif, mais il ne donne pas confiance
aux nouveaux joueurs qu'il fait arriver. Si vous regardez aujourd'hui l'équipe, la composition du Real, ce ne sont que des joueurs qui sont là depuis 3-4 ans, qui sont effectivement de bons joueurs. Ramos, on ne peut pas dire que Ramos est un mauvais joueur, c'est pas possible d'entendre ça. Mais par contre, si vous voulez… Vous direz ça à Julien, il est à côté de vous, à 8000 km. Il y a un petit côté non-renouvellement de l'effectif. Ouais, mais c'est aussi les consignes, de la présidence. La présidence lui a pas donné le droit d'acheter Pogba. La présidence avait pas les moyens pour acheter une grande star internationale. C'est compliqué. Non, mais Gilles, ils ont quand même dépensé 100 millions d'euros l'année dernière pour prendre Hazard. Donc l'argent, il l'avait. Bien sûr que oui. Marion. Alors déjà, vous allez arrêter, Gilles, d'imaginer qu'un joueur noir va arriver au Real Madrid comme titulaire. Ça, vous arrêtez. Les Pogba, non, ça n'existe pas. C'est la Maison Blanche, on ne prend pas de joueurs Ronaldo, il n'était noirs. pas blanc. Mendy aussi. Non mais attendez. Florentino Pérez, hein. Oui. C'est pas Ronaldo, hein. Ils n'ont pas travaillé ensemble. Alors vous pouvez me dire Claude Makelele, vous pouvez me revenir, bien sûr, pour revenir aussi aux années 50, il y a peut-être eu un Traoré dans les années 70. Mais enfin, on parle sérieusement là. Il y aura pas de joueurs noirs au Real, vous oubliez. Ils ne veulent pas, ils pensent que ça vend moins du maillot. Benzema, il n'est pas blanc non plus. Non, Benzema, il est français, même qu'on le veuille ou non. Oui. Mais, voilà. Un Pogba, un Mbappé, ils sont français aussi. Non, Benzema, il est blanc. Enfin, écoutez, vous avez compris, Gilles. Non, mais elle a raison. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr. Moi aussi, je suis mat de peau, je suis pas noir. Bon, bah voilà, lui, il veut pas d'avoir de Mamadou Sakho. Qui Mamadou Sakho. Oui, bon, Mamadou Sakho, c'est autre. Pérez, enfin, écoutez, vous voyez bien que le Real Madrid, on prend un Ferland Mendy pour faire genre, mais enfin. Pérez, il a fait venir Ronaldo aussi, au Real. Mais ils sont c'est brésilien. Ronaldo, attendez, lequel? Le brésilien aussi. Non, mais le brésilien. Non, mais il n'empêche que. Il rêve de Mbappé. Bon, bah écoutez, on verra le jour où Pogba signera au Real. Pogba, c'est une exception peut-être, mais en tout cas, moi, je vais critiquer Zidane. Parce que je sais que c'est impossible de critiquer Zidane ici. Je suis pas d'accord avec vous, Marion, mais j'entends ce que vous dites. Mais vous savez très bien que j'ai raison. Non. Vous le savez très bien, vous voulez pas l'avouer. Non. Mais regardez un petit peu. Le racisme n'est parfois pas qu'en Italie. Non, pas du tout, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais par rapport à Zidane, moi je suis d'accord avec Rémi justement que c'est à cause de lui si ce Real vieillit et vieillit mal. On peut le dire parce que ça fait depuis le départ de Ronaldo que le Real Madrid n'a pas gagné la Ligue des Champions et n'est pas allé loin avec des champions. Et Zidane, il a jamais voulu renouveler son effectif. On peut voir, c'est pratiquement la même équipe qu'avant, la même équipe qu'il y a 3 ans carrément. Et il a laissé partir des joueurs comme Hakimi qui sont super, qui ont vraiment un grand talent, des Hakimi, des Kovacic, etc. Et ça, c'est la faute de Zidane, il faut le dire. Non, mais c'est vrai qu'il a besoin d'un directeur sportif, Zidane. Peut-être, ouais. Il n'est pas capable d'aller chercher des joueurs. Ouais, ça c'est un autre chose. C'est un entraîneur, c'est un meneur d'hommes. Zidane, il gagne. Le Real a battu l'Inter Milan 3-2. Vous le critiquez, vous pouvez. On a le droit. Non. Compliqué. Pas trop. Pas trop. On critique pas Zidane ici. Non. Donc, je vous rappelle que cette soirée était globalement cauchemardesque, non pas pour nous, on l'espère, mais pour le football français, puisque Rennes a perdu à Chelsea, puisque le PSG a perdu à Leipzig, ça s'accumule, et le PSG c'est le cauchemar. Mais on sent une certaine jouissance quand vous racontez ça. Pas du tout. Non, parce que je vais faire une transition. C'est la jouissance de la transition. C'est le professionnalisme, c'est l'expérience. Alors, c'était un cauchemar parce que le PSG a raté un penalty, il y a eu 2 expulsés. Mais il manquait les plus grands joueurs, Neymar et Mbappé. Et là, pour terminer, je voudrais vous parler d'un grand joueur qui a été opéré en urgence d'un hématome au cerveau. C'est Diego Maradona, Armando Diego Maradona. Immense icône footballistique. Bon, dans la santé est un peu chancelante. Et moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que Diego Maradona est, oui ou non, le meilleur joueur de l'histoire du football? Julien? 100% d'accord, oui. Rémi? L'un des meilleurs joueurs, oui. Le meilleur, peut-être pas. Alors, qui est le meilleur? Le meilleur dans une génération. Non, après, le meilleur de l'histoire. Mais non, si, comment ça, on peut pas? Je vous demande de comparer, moi. Donc, quel est le meilleur joueur de l'histoire du football? C'est Zidane, parce qu'on est chauvin. De l'histoire du football, c'est Zidane. D'accord, Julien, donc vous, c'est Maradona. De l'histoire du football. Voilà, derrière, c'est Maradona, et derrière lui, il y aura Pelé. Ça sera toujours les deux plus grands de l'histoire du football. Pourquoi vous mettez Maradona devant Pelé? Dans sa façon de jouer, je trouvais qu'il était plus technique dans sa façon de jouer, plus rapide, et il me faisait plus plaisir quand je le voyais jouer que quand je regardais ses matchs, les vidéos de ses matchs, que celles de Pelé. Nicolas, qui est le meilleur joueur de l'histoire? C'est Maradona, de très loin. De l'histoire du football? Ah oui, évidemment. Pourquoi?
Si on a tous rêvé de voir Messi et Ronaldo jouer dans la même équipe, si vous voulez voir Messi et Ronaldo jouer ensemble, vous mettez Maradona et ça fait, c'est exactement ça. C'est objectif, s'il te plaît, s'il te plaît, sois objectif. Et Pelé, c'est l'ancienne époque. Moi, je peux pas en parler de Pelé. Il y a peu de monde qui peut en parler. 3 coupes du monde, mais alors 3 coupes du monde, vous n'avez pas vu jouer Maradona non plus, vous. 3 coupes du monde. On me l'a raconté. Cruyff, Platini, en comparaison avec Maradona qui a gagné une Coupe du Monde tout seul, qui a fait gagner Naples alors que Naples c'était une équipe moyenne. Alors là où je vous rejoins, c'est que Maradona, il était génial pour faire gagner des équipes faibles parce que l'Argentine en 86, il n'y a que lui. Bon, il y a Borruchaga, mais il n'y a que lui. Et Naples, 2 fois champion, il n'y a que lui dans l'équipe. Ryan. Pour moi, je le mets dans les 5 premiers. Après, on a tous une vision différente. Donnez-moi vos 5 alors. Moi, je vais vous dire mes 5. Le premier, ça va être Pelé. Le deuxième, ça va être Zidane. Le troisième, ça va être Maradona. Quatrième, ça va être Cruyff. Et cinquième, ça va être Ronaldo. Donc pour moi, après c'est ma vision de vie. Ronaldo Cristiano ou Ronaldo le Brésilien? Non, pour moi c'est ceux qui ne jouent plus actuellement. Donc, quand on parle de légende, c'est des joueurs qui ne jouent plus actuellement. Mais si Ronaldo aussi, si, vous pouvez prendre ceux qui jouent actuellement. Bien sûr, bien sûr. Non, pour moi les joueurs qui ont marqué l'histoire, c'est des joueurs qui ne jouent plus actuellement. Je suis désolé, on va pas mettre des joueurs. Pour l'instant, on attend. L'histoire, c'est l'histoire immédiate. Mais non, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas. Non, mais pour l'instant, oui, on ne sait pas. Moi, c'est mon. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du foot? Moi, j'ai découvert le foot avec Maradona. La première Coupe du Monde que j'ai vue, c'est celle de Maradona. Ça veut dire comme je suis bien, ça nous remonte quand même longtemps. Non, mais il y a eu des coupes du Monde depuis. Beckenbauer aussi. En 82, je crois qu'il jouait en 82. Alors, pour moi, 86, il gagne, 90 finale, et 94 le dopage. Je l'ai pourtant. Donc Maradona? Non, je l'ai critiqué tout à l'heure. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du football? Pelé et Messi. Voilà. Pelé et Messi. De ce que j'ai vu, moi. Marion, vous avez le mot de la fin, comme d'habitude, vous vous débrouillez bien. Je voudrais vous remercier d'avoir été sur la Foot Academy avec Richard Geoffroy à la réalisation. C'était un plaisir. Merci Julien de Californie, merci Rémi Le Basque de Toulouse, merci Nicolas le Suisse qui était là, merci Ryan l'Éternel et bien sûr merci Marion. Merci Gilles. Encore merci Richard, on vous remercie et on espère qu'on vous a distrait davantage que les clubs français en Coupe d'Europe. Et on vous retrouve dans un mois, ce sera le 2 décembre pour la prochaine Foot Academy. Ciao, ciao. Allez, salut tout le monde. Bonsoir. Yo.